Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Chez nous ça débutait le 24 après souper. Mon grand-père sortait son gros gin. Les réveillons de Noël à Port-Cartier, on fêtait jusqu'à temps qu'on dîne. Les invités arrivaient tôt sur un air de Ginette. La rue déjà couverte de neige était inondée d'autos. Tout le monde apportait trop de bière afin d'offrir un petit cordial. On oubliait vite les prières et les directives familiales. Mes grands-parents... Et bienvenue tout le monde à ce spécial de fin d'année, top 10 des événements marquants dans le monde de l'électromobilité. Un autre, je devrais dire une habitude, une saine habitude qu'on a pris à Silence on roule avec certains types d'émissions qu'on ramène année après année. Et le top 10 est toujours l'un des épisodes les plus écoutés, les plus téléchargés. J'en conclus donc un certain intérêt de la part du public. Et puis, comme c'est la coutume, je fais pas ça seul. J'ai des gens qui sont là et c'est leur grand talent qui les a amenés ici. Ou du moins, l'organisation ou encore leur expérience dans le monde de l'électromobilité. Et j'ai plusieurs personnes de renom, à commencer par... Accueillons l'une des touches féminines de Silence on roule, la pétillante Louise Lévesque. Louise, avec tes cheveux si blonds, Louise, originalité. puis on sorcelle tous les garçons. Louise Lévesque, bonjour. Oui, ça manque d'originalité, mais là, je vais te donner un mandat pour l'année prochaine. Si tu veux revenir, il faut que tu me trouves une autre chanson avec le nom Louise dedans. Il n'y en a pas eu des tonnes quand même, je crois. Il y a des Marie-Louise. Il y a Marie-Louise. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Marie-Louise. Mais Louise, il n'y en a pas beaucoup. Bonjour, Louise. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente d'être là. Ben, pareillement. Puis, écoute, je ne sais plus s'il faut encore te présenter. Tu es bien connu dans le monde de l'électromobilité. Tu travailles pour Mobilité électrique Canada, bien impliqué dans le monde des voitures électriques. Oui. Merci de partager ton talent avec nous aujourd'hui. Merci. Et pour t'accompagner dans cette lourde tâche, Elle représente le volet féminin du conseil d'administration de l'AVEC. Accueillons José Gagnon. José, c'est trop gros pour moi, n'a jamais rien été. c'est une chanson récente, là. José, tu ne savais pas pour moi qui elle était. José Gagnon, bonjour. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, tu as bravé la tempête pour venir ici. Tout à fait. En fait, j'avais une conductrice hors pair avec moi qui m'a, guidée jusqu'à toi. Ah oui, avec une bonne voiture électrique, ça se fait bien, hein? Tout à fait, On l'a tout trouvé. à fait. Ben écoute, comme l'introduction le disait, tu es sur le conseil d'administration de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et puis, c'est la première fois qu'on a deux femmes en même temps, Silence on roule. Je pense que c'est un moment historique, mesdames et messieurs. On a la parité ce soir. On a Bravo. la parité. Et pour finaliser ce trio d'invités... Je sais, Stéphane, que tu l'aimes et je sais, Stéphane, comment ça fait. Accueillons le très pertinent Stéphane Pascalon. Tu l'aimes et je sais, Stéphane, ce que ça fait. Tu me dis que je te comprends pas. Stéphane, est-ce que tu connaissais cette chanson? Absolument pas. Je Non. suis bien content de la découvrir. OK, je m'en allais dire, est-ce que ça te manque de ne pas l'avoir entendu? Non, pas du tout. Écoute, je pourrais t'envoyer les références si jamais ça t'intéresse. Stéphane Pascalon qui travaille pour Propulsion Québec. Et puis, ça me fait réaliser que j'ai
en même temps, Mobilité électrique Canada, l'Association des véhicules électriques et Propulsion Québec, est autour de la table. Donc, on a des gens qui œuvrent très étroitement dans le monde des voitures électriques. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de compétences autour de la table pour débattre de nos sujets. Avant d'aller plus loin, simplement vous dire que la petite chanson de Noël qu'on a entendue tantôt, c'est une chanson qui s'appelle Réveillon à Port-Cartier de l'album American Trails de Mike Tremblay, qui est un collègue podcasteur qui fait des podcasts depuis de nombreuses années, un des premiers au Québec à avoir fait des podcasts. Un podcast qui s'appelle le Super Matozoïde, un nom tout à fait original, qui est un podcast d'opinion. Et puis, Mike a sorti cette année un album de Noël. C'est un espèce de défi qui s'était lancé là, pour démontrer finalement que c'était possible de le faire. C'est uniquement l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit les paroles, là, mais toute la musique, les arrangements, c'est 100% fait avec l'intelligence artificielle, puis c'est disponible sur Spotify s'il y en a que ça intéresse. Bon, j'ai dit au moins... Ça aura joué à Silence on roule. Donc, je vous rappelle un peu le concept de l'émission. On a identifié ensemble les 10 sujets que nous considérons comme étant les plus importants de l'année ou parmi les plus importants de l'année. C'est pas une science exacte. Vous avez peut-être des événements de votre côté ou des trucs que vous dites, moi, j'aurais mis ça avant ça. Ça se peut, puis c'est pas grave. L'important, c'est qu'on a choisi, je pense, 10 thèmes dans la loi du 80-20, là, nos 10 thèmes représente assez bien ce qui a marqué l'actualité des électromobilistes en 2025. On va commencer par la 10e position, en s'en allant tranquillement jusqu'à la première position, qui est l'événement qui, pour nous, est le plus marquant. Vous êtes prêts à commencer? Mais oui, il fallait se limiter à 10, alors on s'est limité. Il a fallu se limiter. Oui, parce que le travail de préparation en amont nous amène avec beaucoup plus de sujets, puis il faut couper, regrouper, puis bon, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez concis. Alors, on commence à l'instant. Numéro 10. En 10e position, Louise. Alors, au cours de la dernière année, on a pu remarquer une recrudescence, si on veut, de messages et de débats anti-VE, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans les médias. Moi, je considère que c'est aussi le résultat d'une politisation de l'électrification des transports. Et puis, bon, on ramène les vieux mythes et puis on continue à débattre de plus en plus. Et en tout cas, les gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, comme moi, Stéphane, toi, tu ne tannes jamais là, de contredire ces choses-là. Mais moi, des fois, là, je viens vraiment tanner. Et une partie de la mésinformation qu'on voit circuler, elle vient aussi de... J'en nommerai pas, mais certains constructeurs automobiles et leurs associations qui maintiennent des fausses idées là, concernant la disponibilité de bornes de recharge et le fait que les véhicules électriques peuvent ou non répondre aux besoins des gens. Donc voilà, c'est notre 10e position. Surtout qu'après un gros hype dans l'électrification et tout était très à la mode, on voit qu'il y a comme un retour de balancier. Je pense que les politiciens ont pas mal changé au sud de la frontière particulièrement. Et ça a influencé ce mouvement-là. Il y a le lobby du pétrole qui s'est remis là-dedans puis qui probablement profite un peu de la tendance et de la météo actuelle politique là, qui fait que ça pousse dans un sens très négatif là, par rapport aux véhicules électriques. Et donc, on ressort toutes les vieilles rengaines qu'on a déjà entendues à plusieurs reprises. Là. Ben, moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que ce que je remarque depuis 2-3 ans, c'est la facilité des gens à se faire des tribunes autoproclamées, là, soit anti-VE ou pro-VE, ou est-ce que les réseaux sociaux là, exacerbent la mauvaise information, puis toute la débandade, où est-ce que les gens se sentent comme obligés d'adopter le véhicule électrique alors qu'ils disent qu'au Québec, on est plus taxé, que c'est dispendieux. Donc, moi, c'est ça que je vois aussi, là. C'est cette montée-là de gens où est-ce que, par le réseau social, peuvent avoir une tribune plus facile qu'auparavant. C'est souvent les sujets qu'on traite sont un peu interreliés. Puis là, le danger, c'est que je ne veux pas tout de suite traiter d'autres sujets, mais on a vu que dans la dernière année, il y a quand même des trucs qui ont eu moins bonne presse ou qui ont moins bien été. Et on dirait que les gens qui, depuis des années, étaient anti-VE, mais avaient de la difficulté parce que c'était plein d'affaires positifs partout, de plus en plus de voitures. Les gens les adoptent, les gens les aiment. Oh, intéressant. Et là,
oups, il y a des affaires qui vont mal un petit peu. Et là, voilà. Là, on vient de leur donner tu sais, quelque chose après quoi s'accrocher. Ouais, je te l'avais dit. Moi, j'ai fait un exercice de regarder un peu... parce que tu as parlé de lobby, Louise, un peu que ce soit des entreprises, tout ça. Il y a Influence Map qui a publié un rapport analytique qui compile les positions publiques, de façon publique, les consultations populaires qui ont été faites et les dépenses des lobbying des constructeurs, puis en conclut que beaucoup d'entre eux ont activement plaidé contre les règles favorisant massivement les véhicules électriques. C'est quand même impressionnant. C'est eux qui fabriquent des véhicules. Puis ils subventionnent des actions qui ont pour but de faire, dans certains cas, nuire ou dans certains cas, c'est un peu plus nuancé, c'est ralentir. Donc, ils veulent, oui, mais pas trop vite. Là, mais ils ne font pas de lobby anti-subvention, par exemple. Non, non, c'est ça. On veut les subventions, mais ils ne veulent pas les règlements. Oui, le rapport, entre autres, disait que des millions ont été dépensés par les constructeurs et leurs syndicats professionnels pour influer sur la réglementation liée aux émissions et aux véhicules électriques. Donc, ils viennent jouer à la fois sur l'accès aux véhicules, mais également sur les règles qui vont régir, par exemple, les émissions, les lois zéro émission, des trucs comme ça. Donc, des trucs qui, par la bande, viennent jouer. Donc, si on nuit à la norme zéro émission, on ralentit, donc on atteint notre objectif. Oui, puis, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup... ils ont également fait, en plus du lobby gouvernemental, ils ont fait des campagnes de communication pour faire lever ces débats-là, tu sais, dans les réseaux sociaux. Et c'est là que tu vois les mimes puis les mêmes vieux messages anti-véhicules électriques qu'on tente de défaire à coup de faits, de réalité et d'expérience depuis 10 ans, là, plus pour certaines personnes. On répète tout le temps les mêmes messages et en fait, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est probablement aussi que les véhicules électriques commencent à toucher une plus large population, puisqu'avant, c'était quand même beaucoup les gens qui étaient intéressés et on était dans les early adopters. On commence à rentrer dans le marché de masse et ça, c'est un élément qui fait que on a besoin de convaincre des gens qui ne sont pas convaincus et donc les discours reviennent parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'éducation que les early adopters ont eu. Donc, ça, c'est aussi un élément important. Donc, c'est certain qu'il y a tout un enjeu économique, etc. Mais il faut faire attention derrière ce qu'il y a l'économie parce que ce qu'on voit, c'est que les manufacturiers automobiles sont influencés par les politiques économiques des États-Unis. Ils ont ralenti leurs investissements. Ils ont ralenti leurs investissements parce qu'il y a des signaux politiques qui ralentissent tout ça. C'est probablement... Le lobbying va avec parce qu'ils sont reliés à cette politique-là. Mais si les signaux politiques avaient été clairs de continuer d'aller de l'avant, ils auraient été de l'avant et puis il n'y aurait pas eu tout ce lobbying-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont mélangés là-dedans, mais en effet, cette recrudescence de faux messages, et il faut faire bien attention et puis que les gens se renseignent avant de parler. Je pense que tu as raison quand tu parles de faux messages parce que moi, je rappelle que le lobbying, c'est pas illégal, là, du lobbying. Là. Je veux dire, c'est une action, ça fait partie de la démocratie. Puis j'en fais dans mon travail. Oui. Mais on le fait selon les règles aussi. Oui, mais lobbying, c'est de faire valoir, tu comprends, son industrie, son marché, son point de vue, mais normalement, on devrait le faire, non pas avec des mensonges, on devrait le faire avec des chiffres, avec la réalité. Et ce qui est alarmant, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, Stéphane, c'est les faussetés qui sont véhiculées, qui sont alarmantes. C'est qu'on entend des mouvements lobbyistes fort connus ou réputés affirmer des choses qu'on sait totalement fausses. Alors là, moi, je vous rappelle qu'au sud de la frontière, là, ça a commencé à devenir populaire avec l'élection d'un certain monsieur, là, se construire une réalité à partir de fausseté. Puis on commence à le voir dans le secteur. C'est un peu troublant. Oui, effectivement. Puis tu sais, dans ce qu'on appelle le lobby, là, c'est devenu un mot sale, là, mais c'est un rôle important. Là. Les élus, là, c'est pas des gens qui ont le savoir illimité, là. Ils ont besoin d'être informés correctement afin de prendre des bonnes décisions. Donc, quand tu fais du lobby, normalement, ce que tu cherches à faire, c'est de leur faire voir le point de vue. Puis nous, quand on arrive devant eux, on amène des faits, des rapports, etc. là, pour les éduquer et les aider à prendre les meilleures décisions. C'est pas juste du lobby, c'est de la récupération politique aussi. Il faut faire attention, c'est qu'il y a des mouvements politiques qui voudraient récupérer ces éléments-là pour faire valoir leurs idées parce que comme ils n'ont aucun argument environnementaux ou quoi que ce soit, ils utilisent ça pour faire valoir leur plateforme politique. Tout à fait. On va au prochain point. Numéro 9.
Le numéro 9, c'est le déploiement de la technologie autocharge au circuit électrique. En gros, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle, c'est cette technologie qui permet de simplement brancher son véhicule à une borne. La borne reconnaît le véhicule et la recharge démarre et la facturation se fait automatiquement. Donc, c'est encore plus simple que de mettre de l'essence finalement parce qu'on n'a même pas le volet gérer une transaction financière, ça va se faire automatique. Donc, ça présuppose qu'au préalable, on a identifié notre véhicule auprès du réseau. Donc, il y a une phase là, de configuration initiale où on branche le véhicule et que le réseau va venir lire le numéro d'identification du véhicule pour qu'après ça, ils sachent quand on se branche que c'est le véhicule de Martin ou de Stéphane ou de Louise. Là. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus jamais besoin ni de l'application, ni d'une carte. C'est génial quand il fait froid. Ben oui, tu te branches, puis ça se fait tout ça. Il fait chaud aussi. Ce que Tesla fait depuis longtemps, soit dit en passant, là, c'est pas le circuit électrique n'a pas inventé cette approche-là, mais c'est le premier réseau hors Tesla puis multi-véhicules là, qui propulse cette technologie-là ici au Québec. Et puis, ça fait beaucoup d'heureux. Moi, j'aime ça parce que depuis qu'ils ont implanté ça, ça me coûte plus rien charger. Parce que c'est la carte de crédit de monsieur. Sylvain, il a mis sa carte de crédit. Donc là, maintenant, moi, quand je branche, c'est lui qui paye. En fait, c'est associé au véhicule, ce qui est super intéressant. Ouais. Mais c'est vraiment un game changer en bon français. Là. C'est un élément qui simplifie la vie de la recharge. On n'a pas besoin de se casser la tête avec une application. On n'a pas besoin de se casser la tête. On arrive, on branche, le véhicule se met à charger. La seule chose qu'il faudrait peut-être intégrer dans les véhicules, c'est d'être capable de savoir combien nous coûte la recharge assez facilement. On le voit sur la borne, normalement, qui le montre. Mais à part ça, c'est vraiment magique et toutes les bornes et tous les réseaux devraient être comme ça. Ça ne devrait même pas être une question. Ça, c'est un élément qui va tellement faciliter l'adoption du véhicule électrique. Absolument. Tout à fait, sauf quand on a une Nissan Leaf comme moi. Fait que j'ai pas eu la chance de pouvoir l'essayer. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un élément facilitateur, surtout quand on prête notre véhicule à d'autres personnes. Souvent, les gens, « Oh mon Dieu, c'est où que je vais? » Puis comment ça fonctionne et tout ça. Puis, petit clin d'œil en passant, moi, j'ai eu la malchance d'avoir un véhicule à essence de courtoisie il y a 2 semaines. Et vous auriez dû voir mes yeux quand le vendeur me dit « Tu vas devoir aller mettre de l'essence. » Donc, ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas mis de l'essence. À l'arrivée à la station d'essence, je ne savais plus comment ça fonctionnait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fini par comprendre, OK, c'est ça que les gens ressentent, la petite détresse quand ils arrivent à la borne. Fait que moi, je trouve que c'est génial. Puis effectivement, tous les véhicules devraient l'avoir. Là. C'est drôle, Josée, j'ai raconté une anecdote, je ne sais plus si c'était ici, là, mais semblable. Moi aussi, à un moment donné, après genre 5-6 ans, j'ai eu à faire le plein d'essence, puis je ne savais plus comment ça marchait. Puis il a fallu que quelqu'un vienne m'aider. Ça fait 14 ans, moi, imaginez-vous. J'avais compris que... C'était ça que les gens vivent. Je pense que c'est pareil pour tous les électromobilistes. Mais par contre, dans un véhicule à essence, tu ne peux pas avoir le auto-charge ou le auto-plein parce que le véhicule ne s'identifie pas auprès de la pompe. Alors que là, on a la technologie qui permet de le faire. Absolument. On devrait être capable d'avoir une carte de crédit associée à un véhicule. À partir du moment où la carte de crédit est associée au véhicule, on devrait, sur n'importe quel réseau, n'importe où, être capable de démarrer de l'autocharge tout le temps. Ouais. Et donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est super ce qu'a fait le circuit électrique et j'espère que ça va s'élargir et que ça va surtout s'ouvrir à tous les réseaux, qu'on n'ait pas besoin... Donc, il y a quand même Passport avec ChargeHub qui marche aussi super bien, qui permet de connecter plusieurs réseaux. Puis le circuit électrique permet de connecter plusieurs réseaux aussi. Mais à chaque fois, on passe par une application. Ça reste compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas du tout techno. On arrive dans des endroits où il n'y a pas de connectivité, c'est compliqué. Là, pas besoin de carte, pas besoin de connectivité. On se branche, la voiture charge, il n'y a pas de souci. On n'a pas le stress. J'ai vu un terme qui est sorti dernièrement qui s'appelle le charge anxiety. Et je trouve que c'est un très bon terme. Donc, les gens n'ont plus d'anxiété de l'autonomie, mais ils ont l'anxiété de la recharge. Est-ce que la borne va être fonctionnelle? Est-ce que la borne, je vais être capable de la démarrer? Est-ce que la borne va être assez rapide? Donc, ça, c'est un élément qui apparaît de plus en plus. Et l'autocharge, ça change la vie. Là. Quand la fin de semaine dernière, je revenais, il faisait super froid, genre -20. Là.
Et puis, donc pour ça, tantôt, j'ai parlé de... C'est le fun quand il fait froid, tu rentres... J'ai voulu charger à une borne... Ça faisait partie du circuit électrique, mais c'était des couche-tard. Finalement, la borne ne marchait pas, là. Mais bon. Mais quand j'ai ouvert l'application, ben là, ça me demandait de me connecter. Ça s'était déconnecté pour une raison. Je l'avais utilisé dans l'après-midi à Québec, là, pour une autre charge. Mais là, c'est quoi ton mot de passe? Ça fait 10 ans que tu ne l'as pas rentré. Donc là, essaye de réinitialiser. Là, j'attends le courriel. Le courriel, il ne rentre pas. Ouvre le courriel, clique sur le lien. C'est pas compliqué, mais le ça reste site, que c'est c'est ça. Le site web, il charge pas. Puis j'ai fini par appeler mon chum, là, puis en sueur, là, j'étais en joie. Tantôt, Stéphane, dans le point précédent, tu as parlé qu'il y a des choses qui changent parce que maintenant, la voiture électrique se démocratise, puis c'est de plus en plus monsieur, madame, tout le monde. Ben maintenant, il y a de plus en plus de personnes âgées qui achètent des voitures électriques, des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent ou en ont un, comme certaines personnes de ma famille que je nommerai pas parce que des fois ils m'écoutent, mais qui ne savent pas trop s'en servir, là. Tu sais, que c'est pour répondre au téléphone, puis c'est tout. Ben ces gens-là avaient énormément de difficultés. Là, maintenant, pensez au scénario suivant. Là, vous avez un vieil oncle ou un grand-père quelconque, là. Ben, vous allez avec lui la première fois à la borne de recharge. Il n'y a même pas besoin d'avoir de téléphone. Avec votre téléphone, vous y créez un compte, vous le connectez, vous le configurez. Oui. Vous pouvez vous déconnecter après ça puis ne jamais retourner dedans. Lui, à partir de maintenant, il peut aller sur n'importe quelle borne rapide du circuit électrique puis il n'y a rien. Il n'y a même pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai hâte qu'on passe à la prochaine étape, c'est que quand on sort de chez le concessionnaire, on associe une carte de crédit au véhicule et on y va. Ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux, certainement. Excellent. On va poursuivre avec le prochain point. Numéro 8. Alors, le numéro 8, on parle des véhicules chinois, puis en fait des frais de douane sur les véhicules chinois qui ont été mis en place. Et donc, on a toujours une grosse question. Est-ce qu'il faut maintenir, limiter, abolir les frais de douane? Est-ce qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus à ces véhicules-là? On voit que le gouvernement reste très fermé aux véhicules chinois, qui sont moins chers et qui ont des très beaux véhicules. On s'ouvre quand même aux véhicules européens. Donc la question, c'est quels sont les enjeux économiques, géopolitiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire, sachant que pour le consommateur, d'avoir accès à des véhicules chinois, ça serait quand même aussi très intéressant. Mais l'intérêt aussi d'inclure les véhicules européens, on peut dire, qui répondent aux standards de sécurité européens, c'est parce que là-bas, ils ont des modèles, des petits modèles. Ouais. C'est que nous, avant, on attendait les VUS. Maintenant, on n'a que des VUS. On n'a plus de petits véhicules. Je crois pas qu'il y a grand Québécois qui se disent « Moi, je veux un véhicule chinois ». Les gens se disent « Moi, je veux un véhicule abordable ». C'est ça. C'est abordable. Fait que si on était capable d'avoir soit des véhicules nord-américains abordables ou à la limite des véhicules on serait européens. pas en train de parler de ça. Non. Puis là, à mesure qu'on avait de plus en plus d'offres dans les plus gros véhicules, les camions légers, parce que c'est des camions, là, ils ont éliminé de l'offre les petites voitures, la Bolt, la Leaf, la Spark, etc. Et en Europe, il reste qu'il y a beaucoup plus de petits modèles encore disponibles. Oui, ben, il y a les constructeurs européens qui offrent des petits modèles et puis on voit le succès de Renault avec la Renault 5 en Europe. C'est assez impressionnant. Là. C'est un super véhicule. Je pense qu'il faut quand même saluer GM qui va revenir l'année prochaine avec la Bolt. Donc, on a quand même des petits véhicules qui vont revenir tranquillement. On verra. Mais c'est certain que... On sent le scepticisme. C'est Louise. Moi, ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent. Moi, je veux voir le catalogue avec un C'est vrai prix. qu'il s'appelle 2027. J'ai remarqué qu'il s'appelle pas 2026. Je veux le voir avec un prix puis un bouton commandé. Mais bon, toujours est-il que derrière les véhicules chinois, il y a quand même l'enjeu de l'éthique chinoise dans le commerce. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à quel point on protège notre industrie, on essaye de protéger nos ressources, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les Chinois dominent le marché de l'électrification des transports. Ils dominent le marché des batteries, ils dominent ce marché-là, ils en détiennent 75 ou 80% en moyenne. Là. Donc, est-ce qu'on leur fait encore plus de place ou est-ce qu'on essaye de sauver une part quelconque au détriment des consommateurs? C'est toujours ça l'enjeu. Là. Mais moi, je sais que il y a peu d'ouverture du côté du gouvernement fédéral pour les véhicules chinois. Il y a des enjeux géopolitiques liés à ça, des relations internationales à gérer. Hein? Il y a peu d'ouverture à ça présentement. Puis tout ce qu'on aurait à faire, c'est de baisser le tarif là, qu'on a mis dessus. Mais
Il y a énormément d'intérêt, d'ouverture à explorer comment faire pour que les plus petits modèles abordables venant de l'Europe soient surtout de soient sur le manufacturiers marché. déjà établis en Amérique. On pense en tous à Volkswagen qui a une panoplie de véhicules électriques en Europe. Ici, il n'y en a qu'un. La ID3 n'existe même pas ici. Oui, c'est pas compliqué. Je peux comprendre si on nous sort une marque qui n'est pas encore établie en Amérique, ça peut être un peu plus compliqué, mais je veux dire, une fois que tu as des points de vente Volkswagen puis que tu vends la ID4, vendre une ID3, c'est pas ben plus compliqué. Là. Et surtout que si on avait des véhicules électriques abordables, tout ce qui a été démontré, puis l'Agence internationale de l'énergie l'a démontré, c'est qu'on accélérerait l'adoption des véhicules électriques de 3 à 5 ans pour atteindre nos cibles. Donc, on arriverait 3 à 5 ans plus tôt aux objectifs qu'on se fixe. Voilà. C'est Donc, sûr. ça serait vraiment intéressant de pouvoir avoir plus de véhicules abordables. Malheureusement, ils ne seront pas chinois, mais on espère que les Européens vont pouvoir arriver rapidement sur le marché. Quand on parle de véhicules plus abordables, là, je vous fais part d'une réflexion. Vous direz ce que vous en pensez. Moi, ce que je trouve qui manque, c'est pas juste petits véhicules dans le sens petit physiquement. Oui, des petits physiquement, il en manque. Mais un véhicule d'entrée de gamme comme avant, tu sais que tu avais le choix d'avoir les vitres électriques, mais tu avais les vitres à poignée. Je ne demande pas de retourner avec des vitres à poignée, tu comprends, mais je suis un étudiant, je rentre à l'université, j'ai besoin de me déplacer, je suis à l'extérieur, ça me prend un véhicule. J'ai pas besoin de 8 caméras, de la projection dans le pare-brise. Tu n'as pas besoin de 600 km d'autonomie. J'ai pas besoin de 600 km d'autonomie. Il y a un paquet de choses que, tu sais, je serais prêt à payer moins cher pour avoir un peu moins. Donnez-moi une radio AM/FM, là, puis une entrée pour être capable de brancher mon iPod, puis... Mais c'est pas ça qui coûte cher dans les véhicules d'aujourd'hui. Oui, mais puis les options comme ça, je sais que dans les véhicules électriques, c'est plutôt limité dans le sens que, tu sais, tu as comme des packages, là, puis c'est gros packages de 10-15 000. Mais sais-tu aussi... Est-ce qu'il y a eu un recul dans ce type de personnalisation des véhicules, dans les véhicules à essence aussi, ou c'est une tendance de l'électrique? Non, je pense que c'est partout. C'est encore drôle parce que là, je vais prendre mon chapeau Club Tesla Québec, puis je vais le garder pour la suite d'ailleurs. Je pense que ça sera plus facile. Mais Tesla arrive l'année prochaine avec une Tesla entrée de gamme, justement, bas de gamme, pour le marché mexicain, pour des marchés qui ont besoin de véhicules plus accessibles. Donc, ils enlèvent des options, ils strippent le véhicule au strict minimum pour être capable d'avoir un véhicule encore moins cher parce que, justement, c'est un besoin dans le marché. Et puis, ce que les constructeurs ont réalisé, c'est que le fameux véhicule électrique à 20 000 $, c'est pas pour demain parce que la batterie et les véhicules doivent être plus gros pour intégrer les batteries aujourd'hui telles qu'elles sont, etc. Donc, cet enjeu-là fait qu'aujourd'hui, on est toujours dans des véhicules moyens gros. Et ça, ça empêche d'avoir des véhicules accessibles et abordables. Donc, malheureusement, l'abordabilité dans les véhicules électriques, ça sera peut-être dans l'usager en premier. Mais vivement d'être capable, au moins ceux qui existent, qui sont là ailleurs sur la planète, si on était capable, les véhicules européens, les avoir tout de moins, ça serait bon. On va écouter une petite publicité, puis on vous revient tout de suite après. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Et on poursuit avec le prochain thème. Numéro 7. Alors, ce n'est plus marginal de posséder un véhicule électrique ou de rouler électrique. En fait, on a dépassé le point de bascule de 5 % pour l'adoption des véhicules électriques. En fait, cette donnée-là, moi, je l'ai entendue la première fois au congrès de l'Association du transport collectif rural du Québec en février 2025. Il y avait un panéliste qui était là, en fait, un animateur qui s'appelle Romain Gaillet, je crois. La première partie qu'il animait, donc il est arrivé avec cette donnée-là. Je suis allée vérifier dans nos statistiques, bien sûr. Donc, en décembre 2024, effectivement, le Québec est dépassé avec plus de 5 % d'adoption des véhicules électriques. Alors, mon point, c'était que
moi, j'ai commencé à rouler électrique en 2020. Quand j'allais quelque part puis je voyais un autre véhicule électrique, j'allais presque me stationner à côté parce que je me disais, hey, on est deux pareils. Quand on rencontrait un véhicule sur la route aussi, je trouvais ça, wow, hey, un autre pareil comme moi. On les casse à la route, là. Ben oui, c'est ça. Et là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que je suis sur la route et tout ça, on arrive à une lumière, puis il y a un véhicule électrique en avant, sur le côté, en arrière. Oui. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. C'est visible. Puis, on voit aussi que quand les bornes de recharge sont jumelées avec des commerces, puis qu'on voit plusieurs véhicules électriques, parfois, moi, je prends même des photos parce que je trouve ça impressionnant de voir là, des stations d'essence qui cohabitent avec des stations de recharge, de voir plusieurs véhicules comme ça. Fait que c'est entraînant, là. Puis, c'est le fun aussi quand les gens viennent nous poser des questions. Moi, j'aimerais ça juste amener une petite clarification là-dessus. On parle de 5 % de la flotte de véhicules. T'sais, tous les véhicules du Québec. Pas les ventes. C'est ça. Non, parce que souvent, quand on parlait du point de bascule, c'est que nous, on regarde souvent le pourcentage de vente, combien de nouveaux véhicules électriques ont été vendus dans tel mois ou telle année. Mais là, on a atteint 5% des voitures qui roulent au Québec sont électriques. 5% des automobilistes ont une voiture électrique. Ça, c'est un point de non-retour reconnu partout dans les pays qui ont passé par là. À un moment donné, ça va se mettre à... C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rentre dans le marché de masse. Ouais. À partir de 5%, là, on arrive dans un marché un peu plus large. Et donc, c'est un changement. Mais en effet, si on parle de vente, on sait très bien qu'on est au-dessus de 20% des véhicules neufs parce que on renouvelle à chaque année... bon an, mal an, à peine un 10% du marché. Là, donc, et dans ce 10%, il y a au total, c'est 2% par an du parc qu'on renouvelle. Donc, c'est ça qui est intéressant. On arrive aujourd'hui, il y a de plus en plus de véhicules électriques. L'enjeu dont on va nous parler, c'est est-ce qu'il y a assez de bornes? Oui, il y a assez de bornes pour le 5%. On est capable. Tu disais, il y a de plus en plus de voitures aux bornes, mais il y a de plus en plus de bornes aussi. Donc, ils sont de plus en plus rapides, donc ça roule. Ça commence à faire tourner une industrie parce que au début, le circuit électrique, quand il déployait des bornes, ces bornes n'étaient pas rentables parce qu'il n'y avait pas assez d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a assez d'utilisateurs pour intéresser du monde, pour intéresser des réseaux privés. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans les stations d'essence, il y a des stations d'essence qui développent leur propre réseau privé de recharge parce que ça devient intéressant, parce que il y a une frange de la population qui est capable maintenant de dépenser de l'argent dans ces... Ouais, puis ce qu'il faut voir là-dedans aussi, là, c'est que 5%, c'est le bassin futur du marché usagé. Là, OK? Parce que... Malheureusement, c'est trop peu. C'est ça. C'est encore peu, mais c'est plus qu'avant parce que les véhicules usagés étaient et restent encore plutôt difficiles à trouver. Mais là, on va avoir cette croissance-là de plus en plus. Là, c'est ça. Et là, tu as des véhicules. Moi, j'ai une voiture électrique, une de mes voitures. Elle a maintenant plus de 10 ans. Là. Elle a 11 ans. En fait, c'est ça les éléments. Il faut faire attention au niveau de l'usager parce que les électromobilistes gardent en moyenne leur voiture 3 ans de plus qu'un véhicule thermique. C'est une statistique, c'est quand même énorme. J'ai changé d'auto beaucoup plus depuis que je suis électrique. Mais tu travailles dans le domaine, c'est un peu différent. C'est différent. Mais c'est bon à savoir, je la connaissais pas. Moi, je vais prendre la statistique inverse. Ça fait 11 ans que j'ai ma voiture électrique. Wow. J'ai bientôt 400 000 km dessus. Super. D'accord. Ouais. Et donc, je garde ma voiture. Donc, en moyenne, les gens gardent leur véhicule 3 ans de plus. La statistique démontre qu'en moyenne, les propriétaires d'acheteurs d'un véhicule électrique neuf vont le garder entre 2 ans et demi et 3 ans de plus. Là, je ne connais plus le chiffre exact, mais c'est près de 3 ans de plus longtemps qu'un véhicule thermique. Donc, ça aussi, c'est important pour le marché de l'usager. Ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça disponible sur le marché de l'usager, malheureusement. Donc, 5%, c'est bien, mais dès qu'on va avoir des véhicules qui vont être sur le marché de l'usager, on sait que ça va s'accélérer encore plus. Oui. Donc, on espère qu'il y en ait de plus en plus qui arrivent. Tout à fait, tout à fait. Puis on peut dire qu'on est vraiment dans une période de transition. Oui, toujours. Quasi une révolution industrielle aussi. Tout à fait. Je vous propose qu'on aille tout de suite à l'autre thème. Numéro 6. Alors, c'est un thème un peu controversé cette année. En fait, c'est l'impact d'Elon Musk sur Tesla. En fait, on a vu qu'après une décennie d'expansion spectaculaire, Tesla a traversé la période la plus turbulente de son existence cette année.
Les deux noms qui ont dominé l'actualité, c'était Elon Musk et Donald Trump. Donc, ça a montré à quel point une entreprise peut devenir vulnérable lorsque son dirigeant devient le plus polarisant. Là. Et en fait, on voit que Tesla a chuté en termes d'intérêt. C'est incroyable le nombre de personnes, je pense que c'est 42%, là, le chiffre exact de personnes qui disent qu'ils ont une image négative de Tesla. Par rapport à ce que Elon Musk a fait en début d'année. J'ai 41,8%. J'ai sorti des statistiques avec qui était pas mal dedans. C'était pas mal dans le chiffre. Donc, là, les actions ont chuté, le PDG de... Mais, étonnamment, à la fin de l'année, Tesla a quand même rappelé Elon Musk, lui a donné un package incroyable de rémunération. Tout à fait. S'il relance l'entreprise, etc. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais ce qu'on voit, c'est que l'intégration de Tesla dans la vision globale de la chaîne de batterie, le réseau de recharge, le manufacturier automobile et on peut aller même plus loin sur la conduite autonome. Cette vision-là, ça reste que c'est Elon qui la porte, et même s'il a polarisé beaucoup de monde. Et puis l'entreprise, en tout cas, ça reste d'excellents véhicules, OK? Je dis en connaissance de cause. Et il y a un excellent écosystème. Et cette entreprise-là sait aussi attirer les meilleurs talents. T'sais, ce qu'ils ont fait pour l'électrification des transports, c'est... Et leur image a beaucoup souffert cette année. Ouais. Regarde, moi, beaucoup. Oui, mais elle a souffert à cause du produit ou à cause d'Elon Musk? À cause d'Elon Musk. Exactement. Exactement. C'est ça. Puis, mais c'est ça. Donc, et c'est pas la voiture, là. Ça fende le cœur, là. C'est pas la voiture, c'est pas les ce que gens tout le monde de Tesla. dit, hein, parce que c'est vraiment... Les études démontrent que cette réaction-là est intimement liée aux déclarations d'Elon Musk. Ça n'a rien à voir avec le... Tu sais, oui, on peut aimer pas aimer le véhicule, puis il y en a qui ne l'aiment pas, le véhicule, puis c'est correct. Là. C'est pas, comme on dit, de la Molson pour tout le monde. Là. C'est un véhicule qui est, de façon générale, assez apprécié, mais il va toujours y avoir des gens qui n'aiment pas pour plein de raisons. Mais ceux qui ont arrêté, puis cette espèce de réaction-là, c'est vraiment lié aux déclarations. C'est pas parce que le véhicule est moins c'est clair, bon. Son positionnement est quand même très dérangeant. Et nous, au Club Tesla, on a dû faire trouver des moyens de distribuer des autocollants. J'aime ma Tesla, mais j'aime pas Elon. Là, on a vu des choses comme ça qui ont fait... Et puis, moi, j'ai été extrêmement sollicité au début de l'année parce que il y avait du vandalisme sur des Tesla. Il y avait quand même... Ça a quand même créé un événement au niveau mondial. Puis... le 42% dont on parlait tout à l'heure, c'est une chose, mais en Europe, les chutes de vente de Tesla ont été drastiques. Là, donc, ça a vraiment été un événement marquant pour Tesla, qui n'est plus numéro 1 des ventes au monde maintenant, qui s'est fait dépasser par BYD en grande partie à cause de ça. Donc, j'espère qu'ils vont reprendre un petit peu, puis que les gens vont comprendre que il y a une personne et des idées politiques, et puis on ne connaît pas les idées politiques des autres patrons des autres compagnies, mais elles ne sont peut-être pas non plus louables. C'était beaucoup plus public, puis c'est la médiatisation. C'était pas seulement des déclarations ici et là, c'était des contributions politiques, c'était un rôle à l'intérieur de l'administration. Contribution financière. Et puis, donc c'était beaucoup plus que juste quelques... Parce que tant qu'à ça, on n'en achèterait pas. Là. C'est le contexte du... C'est un bon gars, mais... Fait que personne ne remet en cause la qualité des véhicules. Puis même les études dont on parlait tantôt démontrent que les gens associent l'image négative à Elon Musk, mais continuent de lui associer... il l'associe à un mouvement positif par rapport à son leadership à l'innovation. Donc, il faudrait qu'il se ferme la trappe publiquement, mais il est super bon en innovation, qui continue à faire ça. Il continue à développer sa vision, mais qui ne parle pas publiquement. Ce que font beaucoup d'autres PDG d'entreprises d'ailleurs. Tout à fait. Qui ont peut-être des positions tout aussi tranchées, ceci dit, mais puisqu'ils ne parlent jamais, on ne le sait pas. Oui, puis on peut pas lui retirer non plus ce qu'il a fait. Donc, puis Elon Musk n'est pas aussi que propriétaire de Tesla, a d'autres compagnies. Fait qu'il faut prendre la chose dans son ensemble, mais c'est sûr que ça a été très, très, très marquant. C'est clair. On fait une petite pause pour écouter un commanditaire, puis on vous revient avec la 5e place. Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé pour votre protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées.
Notre pellicule pare-pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Nous vous offrons maintenant une nouveauté rare sur le marché, une protection pour votre pare-brise. Fini les éclats causés par les roches ou les débris de la route, cette pellicule bloque 99% des rayons UV sans altérer votre visibilité. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est présent pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval ou contactez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez nous voir sur notre page Facebook à Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Numéro 5. En 5e position, on parle de l'arrivée des premiers systèmes qui intègrent des bornes bidirectionnelles, donc l'homologation aux règles canadiennes, québécoises, qui fait en sorte qu'on peut maintenant, au moment où on se parle au Québec, s'acheter une borne qu'on installe chez soi et qui peut à la fois charger notre véhicule, mais également prendre l'énergie du véhicule et la retourner vers la borne, donc incidemment vers un panneau électrique et des circuits de la maison. Par les temps qui courent, on est justement là, au moment où on enregistre, au mois de décembre, on a des périodes de pointe, il a fait froid, les gens sont abonnés à différents tarifs déflex, tarifs hivernal, et on cherche des façons d'économiser de l'énergie dans ces périodes-là. Ben, il y a des gens qui, pendant les périodes de pointe, se délestent du réseau, donc se déconnectent du réseau, puis s'alimentent à même des batteries stationnaires à la maison et, en grande partie, la batterie du véhicule qui est souvent bien des fois plus grosse que la batterie stationnaire qu'on a à la maison. Je pense, à mon sens, que c'est un des, excusez l'anglicisme, là, mais un des plus gros game changers auquel on est en train d'assister, parce que la journée où cette technologie-là va se multiplier, va se généraliser, les possibilités qu'on va avoir vont être extraordinaires. Ouais, moi, j'y crois que ça change la donne parce qu'il y a beaucoup d'électromobilistes actuels et futurs qui souhaitent ça. Pour l'instant, ça reste quand même un peu prohibitif pour la plupart des gens. Il y a encore du travail à faire, mais quand ça va devenir universellement disponible, ça va être un argument supplémentaire là, qui va contribuer à l'adoption. C'est très marginal ici parce qu'on a de l'électricité pas chère et on en a encore en quantité. Si on regarde ce qui se passe en Europe, c'est très différent. Et c'est intéressant, tu parlais des grosses batteries qu'on a dans nos voitures. Et puis donc, les Européens appellent ça des batteries sur roulette. Donc, c'est vraiment ça qui est drôle, c'est des batteries sur roulette. Et en fait, c'est super intéressant de pouvoir utiliser le potentiel de ces véhicules-là. Donc, quand on entend qu'on va manquer d'électricité, quand on entend tous ces risques-là, c'est pas les véhicules électriques qui vont faire ça. Les véhicules électriques, au contraire, vont contribuer grâce à la normalisation de la recharge bidirectionnelle. Et ce qu'on espère, c'est que cette recharge va se normaliser rapidement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'exception, c'est certains modèles. Tout le monde n'a pas encore bien défini les normes. On peut renvoyer de l'électricité vers sa maison, mais pas vers le réseau, etc. Si vous regardez un peu ce domaine-là, c'est en pleine effervescence un peu partout. Et c'est impressionnant de voir qu'en Europe, les propriétaires de véhicules électriques se font payer pour consommer de l'électricité à certaines heures et après se font payer pour réinjecter de l'électricité. Donc en fait, le stockage de leur énergie leur rapporte de l'argent constamment juste à utiliser la batterie de leur voiture parce qu'ils stockent des surplus d'électricité à des moments où personne n'en a besoin et ils les réinjectent au moment où tout le monde en a besoin. Il faut comprendre que s'ils ne font pas ça, il y a deux alternatives possibles, c'est-à-dire du délestage. Donc, on va être obligé de couper l'électricité à certains endroits parce qu'on n'en a pas assez. Ou alors, on importe de l'extérieur à très gros prix. Donc, d'avoir à payer, puis quand on déleste, il y a des coûts qui viennent à ça parce que c'est des interruptions de service là, qui souvent pour les entreprises, quand ils se font couper comme ça, il y a des coûts, il y a des répercussions. Donc là, tu as le choix d'importer, par exemple, si on se rapporte au Québec, qu'on connaît un peu mieux,
On a le choix d'aller acheter de l'électricité à la Nouvelle-Angleterre qui nous manque pas quand on achète de l'électricité là, parce que le reste du temps, c'est nous autres qui le vendons, puis on fait de l'argent, puis ils le savent, fait qu'ils se reprennent. Puis c'est dur pour eux de nous acheter de l'électricité parce que nous, on a virtuellement pas beaucoup de possibilités d'avoir des surplus dans la mesure où on peut interrompre la production hyper facilement. Pour les gens qui comprennent un peu moins bien comment ça fonctionne, là, c'est-à-dire que pour produire de l'électricité, ici au Québec, c'est des turbines essentiellement qui tournent puis qui génèrent de l'électricité. Fermer une turbine, c'est quelques minutes. Décider qu'à LG2, on arrête de tourner une ou deux turbines parce que on est à 3 heures du matin puis il n'y a pas grand monde qui consomme. Quelques minutes, puis c'est arrêté, on ferme des vannes, puis ça arrête. Une centrale thermique, comme en Nouvelle-Angleterre, c'est un turn-on, turn-off time de 12 heures. C'est-à-dire, entre le moment où tu dis on l'arrête, puis le moment où elle est arrêtée, puis que tu reprends, c'est 12 heures. Oh, wow. Ce qui font qu'ils ne l'arrêtent pas, parce que ça ne vaut pas la peine. Si tu l'arrêtes dans 3 heures, il faut que tu rallumes. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent l'électricité non consommée. Donc, plutôt que de la perdre, nous, on lui dit, ben écoute, tu as le choix, tu perds ou on te l'achète au quart du prix. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Nous, on leur achète leur électricité à des prix dérisoires, mais c'est ça où ils la perdent. Mais nous, quand on a... Ben, ils savent, par exemple, qu'on fait ça. Fait que nous, quand on a besoin... Ils ont compris. Là, je vois mes amis là, au parquet là, qui m'écoutent parler et qui disent, le monsieur, il caricature. Ouais. Oui, je caricature pour que vous compreniez, mais essentiellement, c'est ça qui se passe. Ouais. Ce qui fait que quand nous, on a besoin d'en acheter, ben, ils ne nous la donnent pas. Hein? Fait que plutôt que de payer à gros prix d'électricité qui vient de la Nouvelle-Angleterre, si on est capable de l'envoyer dans des batteries de nos consommateurs ici au Québec et de la récupérer dans des moments où on a besoin, quitte à donner cet argent-là, j'aime autant le donner à mes contribuables que... C'est un peu ça. Là, tu parles un peu avec le chapeau Hydro-Québec, mais même si tu te places du point de vue du consommateur, c'est quand même super intéressant de te dire... Parce que maintenant, on commence à avoir des signaux de tarifs qui apparaissent, donc avec le système FlexDay ou avec ILO ou avec des choses comme ça. Donc, d'avoir ces tarifs-là qui font que si à certaines heures, tu es capable de t'effacer, tu alimentes ta maison avec ton véhicule. Pendant des pannes de courant, tu peux alimenter ta maison avec ton véhicule. Il faut comprendre qu'avec un véhicule électrique, on est capable de faire tourner une maison pendant 24 heures. Là. C'est pas un problème. Là, puis plus, dépendamment comment on consomme, là. Mais ça, c'est quand même super intéressant. Et puis, les gens ne le réalisent pas. On a quand même une génératrice dans notre voiture qui est disponible et puis qui ne fait pas de bruit. Puis, je me suis amusé à faire des calculs cette semaine dans le cadre de mon travail, mais à 1 million de véhicules, là, et puis calculer une participation de 10% ou de 50%, et puis avec la donnée de 7 kW, tu sais, mettons là, qu'on vient puiser là, dans ces batteries-là. Là. Écoute, à 50%, 7 kW, ça représentait l'équivalent d'une centrale hydroélectrique. Incroyable, mais tu sais, ce qui est encore plus innovateur, c'est que... Comme des nôtres, là, mais c'est ça. Tous ces mécanismes-là, maintenant, sont modulables, flexibles, puis quand même adaptables là, à une maison. Donc, ce qui fait... Moi, ce que je trouve très novateur là-dedans, c'est que la maison n'est plus indépendante de la voiture. Ils sont interconnectés, ce qui fait en sorte que ça rend nos habitats aussi beaucoup plus résilients, justement, quand il arrive des pannes généralisées, tout ça. Donc, on a comme une génératrice sur roue, là, puis ça se fait là, comme un charme. Là, et notre génératrice sur roue, le but premier pour lequel on l'a acheté, normalement, c'est pour se déplacer. 90% du temps est immobile quelque part. Dans le stationnement à la maison, dans le stationnement du travail. Donc, rentabiliser ce 90% du temps-là m'apparaît quelque chose d'intelligent. Plutôt, tu sais, la plupart des systèmes comme ça ont quand même des petites batteries de stockage, mais tu n'as pas besoin de mettre des batteries très grosses quand tu as une borne bidirectionnelle, sachant que tu vas avoir une batterie de 60, 80, 100 kWh que tu vas brancher sur le système. Et tu alimentes ta maison pendant une journée ou deux, puis quand ça baisse, là, puis tu te rends compte que l'électricité n'est pas revenue parce que, par exemple, on a une panne, ben tu prends ton application mobile, tu regardes, OK, 8 km plus loin, il y a une borne qui était... Parce que tu le vois, contrairement aux stations-service, que la borne est en fonction. Tu vas brancher ton auto pendant une demi-heure, tu reviens, puis tu es bon pour une autre journée. C'est une des seules, sinon la seule nouvelle source de demande énergétique qu'on a présentement qui apporte avec elle une partie de la solution. Oui, elle va contribuer à ça. Ce qui est important maintenant, on a beaucoup d'enjeux de normalisation de tout ça. Donc, j'espère que les manufacturiers, les Hydro-Québec et tout le monde vont se parler rapidement pour que cette solution devienne de plus en plus large. Mais
c'est quand même des belles nouveautés qui arrivent sur le marché avec les manufacturiers. Tout à fait. On poursuit notre décompte. Numéro 4. En quatrième position, Josée. Alors, en quatrième position, c'est la démocratisation d'utilisation des pick-up et camionnettes de livraison électrique. Sûrement comme moi, au début, quand vous avez commencé à utiliser vos véhicules électriques, les gens vous disaient « Ouais, c'est bien beau les autos, mais il n'y aura jamais ça pour les camions. » Bien, finalement, force est de constater que de plus en plus, non seulement il y a des camions, mais il y a aussi des compagnies qui pensent à faire le virage électrique parce qu'au niveau de la flotte, si par exemple, on a une flotte de 4-5 véhicules, à ce moment-là, ça peut être intéressant, là, toutes les économies d'essence. Et le véhicule électrique apporte quelque chose que le véhicule à essence n'a jamais apporté. Il excelle dans l'interconnectivité. Donc, jumelé à ça la géomatique, donc ça nous permet de mieux recalculer les trajets qu'on a à faire et peut-être justement conserver le troisième ou le quatrième véhicule à essence qu'on a pour faire des distances qu'on n'est pas capable de faire. Donc, on vient comme rentabiliser notre investissement au jour 1 et non pas attendre sur 4-5 ans. Donc, je pense que c'est vraiment de plus en plus, on va en voir, puis pas nécessairement des véhicules, des camionnettes, là. Moi, cette semaine, j'étais sur la route, puis j'ai vu Post Canada. C'est la petite madame qui passait le courrier. Elle était avec un BZ4X. Donc, oui, les flottes de camions, oui, peut-être des entrepreneurs en construction, des électriciens, de plus en plus aussi qu'on voit là, qui disent, finalement, j'ai recalculé mes choses, puis je pensais que ma remorque était pour diminuer mon autonomie plus que ça, mais finalement, à l'usage, s'aperçoivent que, ça va bien finalement, puis mon besoin n'était pas si grand que ça. Fait que oui, il y a vraiment une démocratisation qui s'en vient. Oui, puis bon, on le voit beaucoup avec les fourgonnettes, les pick-up, mais il faut aussi aller dans les camions moyens lourds. Et puis, malheureusement, je ne veux pas empiéter sur le prochain sujet, mais on voit qu'il y a des véhicules de livraison en ville qui font très bien le travail en électrique. Et donc, la démocratisation du bright drop a été quand même quelque chose d'énorme pour la livraison urbaine. Et au-delà de ça, on commence à voir de plus en plus. Et merci le gouvernement d'avoir remis éco-camionnage à la fin de l'année. C'est quelque chose dont on aurait presque pu mettre dans notre top 10. Mais des camions lourds, donc des classes 8, qui roulent 100% électrique et qui font de la livraison Montréal-Québec. Il y en a, au moment où on se parle, il y en a. Là. Moi et Stéphane, on est bien placés pour le savoir parce qu'on travaille sur des projets. Je te confirme, il y en a. Il y en a. Mais tu sais, quand Josée fait l'introduction en parlant de la démocratisation, ça m'a fait penser récemment dans mon quartier, il y a eu des chantiers, mettons, là, ils installent une piscine. En revenant de la maison, je dis, tiens, c'est un Lightning. Le gars du chantier, il y avait un Lightning. On en voit de plus en plus. J'ai un voisin qui fait des rénovations et puis un jour, je vois un Silverado électrique. Le lendemain, je vois un Lightning électrique. Et puis, en fait, sur les 6 pick-up qui sont venus sur le chantier, il y en avait 4 qui étaient électriques. Voilà. Donc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, puis pas seulement dans le milieu de l'électricité, qui, tu sais, une fois qu'ils ont goûté à ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Il faut comprendre que c'est plus un véhicule est gros, plus il consomme d'énergie. Quand c'est du fuel, là, que ce soit du diesel ou de l'essence, c'est des postes budgétaires pour ces entreprises-là qui sont énormes. Les économies potentielles, surtout sur des véhicules comme ça, qui sont souvent rechargés en dépôt, donc qui ne dépendent pas de la recharge publique, donc qui ont vraiment des coûts pour la recharge qui sont hyper intéressants. Ça devient une façon très marquée. Puis j'ai toujours en tête là, notre ami Alain Fizet de Fils électrique, sa flotte au complet électrique. Il passe son temps à démontrer à des gens d'affaires à quel point c'est plus économique. Amuse-toi à faire le calcul de coût total de possession d'un pick-up. C'est là où tu as la rentabilité la plus rapide. D'accord. Surtout, au mois de novembre, le F-150 Lightning était au même prix que son équivalent à essence. Donc, le jour 1, en sortant du concessionnaire, tu ne l'avais pas payé plus cher. Donc, c'est ça qui arrive, c'est qu'on se rapproche de la parité pour les gros véhicules et on arrive où il y a une rentabilité énorme parce que c'est des véhicules qui sont très énergivores et donc, il y a un gain énorme sur le volet énergie. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile avec une Bolt ou un Equinox qui sont des petits véhicules, entre guillemets,
d'arriver à amortir, ça va te prendre 3 ans avant d'arriver à ton point d'équilibre et de commencer à gagner de l'argent, alors qu'avec un pick-up, au bout d'1 an, en général, tu commences à être moins cher. Puis pensez les véhicules de livraison dont l'objectif ou le seul but du véhicule, c'est d'être constamment en déplacement. Ils roulent beaucoup plus. Ils roulent beaucoup plus. Pour eux, je veux dire, c'est le salaire du chauffeur puis le fuel qu'on met dans le véhicule là, qui sont les coûts. Donc, si tu es capable d'abaisser énormément tes coûts, là, je pense aux gens de Purolator, les compagnies qui font la livraison pour Amazon, puis tout ça, ils n'ont pas des grands rayons d'action parce que la même camionnette va faire... je sais pas moi, 200 maisons dans le même, la même subdivision, le même quartier d'une ville. Il fait pas tant de kilomètres, mais il fait une maison, il repart, il fait regarde, ça doit être pareil chez vous. Là, moi, le camion il part d'ici, puis il fait 3 maisons, puis il arrête. Là, il y a à peu près 8 personnes sur la rue qui ont commandé. C'est exactement ça. Et puis alors, en plus, l'avantage du véhicule électrique, c'est qu'en ville, il consomme beaucoup moins. Ah oui. Avec la régénération d'énergie, alors etc. Pour l'essence, c'est l'inverse. Voilà. Donc, tout le temps qu'il passe au idle, il consomme très peu, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces véhicules-là, dans un usage urbain. En plus, il y a une grosse concentration de véhicules et ça diminue la pollution. Donc, définitivement, l'utilisation des camionnettes de livraison, c'est un gros plus. Tout à fait. Puis, je peux pas m'empêcher, en terminant, d'avoir en tête, souvent, les gens ils disent c'est pas bon pour moi, électrique. Moi, quand je vais à la chasse à 800 km dans le bois, je veux bien, là, mais il y a plein de gens qui utilisent la camionnette, pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire pour travailler dans un contexte là, de travail. Pensons que ce soit un électricien, un plombier, quelqu'un construit. J'ai un bon ami à moi, il est, comment on dit ça, contracteur général, il fait des rénovations. Entrepreneur général. Mais entrepreneur en rénovation. Puis, fait que lui, il fait des, tu sais, tu refais ta salle de bain, il fait tout dans ta sport. Là, lui, il a acheté un F-150 Lightning. Il dit, tu sais, Martin, là, dis-moi, j'ai pas besoin que ça fasse 600 km. Il dit, un client qui est à plus que 50 km de chez nous, je le prends pas de toute façon. Même à gare, je le prenais pas parce que moi, j'ai plein de clients, j'ai une file d'attente. Puis il ne va pas faire 2 heures de route pour aller à la job. L'entrepreneur de Montréal ne va pas faire des travaux à Québec. Tu travailles dans ton coin. Fait qu'il dit, moi, là, il dit, je vais travailler. Puis il dit souvent, plug le camion 2-3 jours. Là. L'autonomie est nullement un enjeu, là, mais nullement un enjeu. Ouais. Mais il dit, le coût que je sauve, parce que je pars, je vais chez le client, commence, là, puis là, il dit, moi, je suis un entrepreneur général. Là. J'arrive là, chez des gens que je connais pas. Il me manque un petit collet ou quelque chose. Oups, il faut que j'aille à la quincaillerie. Je rembarque, je vais à la quincaillerie, je reviens. Fait que je fais des up and go de même, là, continuellement. En fait, Martin, c'est intéressant parce que si on regarde comment les véhicules électriques se propagent, là, c'est comme un secret bien gardé. Les gens qui ont testé, c'est dans leur entourage que les gens achètent des véhicules électriques. Et ce virus-là, il se passe parce que les gens qui ont testé, ils ont compris qu'il y a vraiment un gain, puis ils en parlent à leur entourage, et leur entourage dit « Ah, lui, il a gagné, et donc j'y vais ». Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que là, maintenant qu'on touche des plus gros véhicules, on touche des milieux, des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est sûr que leur objectif, c'est de faire de l'argent, et ils le comprennent, ce gain. Le véhicule électrique reste un gain pour tous les utilisateurs, et il reste un gain global pour le Québec, parce que je vous rappelle qu'on importe tout notre pétrole. Donc, si on veut faire de l'économie, ce serait bien de rappeler à nos politiciens que l'économie du Québec s'enrichira le jour où on roulera tous en véhicule électrique. On n'a pas besoin de s'occuper des GES. L'économie, on a déjà décidé. On va juste arrêter d'exporter 4-5 milliards qu'on importe en essence. Là, Holding to that? Yes. On va écouter un commanditaire, puis on revient tout de suite après. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
Et on poursuit en entamant nos 3 premières positions. Numéro 3. Alors, vente de véhicules électriques en croissance partout dans le monde. Il y a même des records de vente qui sont parfois atteints. Des records de vente qui sont atteints. Mais nous, ce qu'on entend dans les médias à tout bout de champ, c'est baisse de vente des véhicules électriques. Ou même effondrement, tu sais. Puis en provenance, les messages en provenance des constructeurs automobiles, c'est bien sûr, on n'y arrivera pas, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Mais pourtant, il y a de la croissance. Peut-être un ralentissement de croissance, mais les ventes de véhicules électriques continuent à augmenter. Et parfois, quand il y a une petite pause, il faut mettre les points sur les i et décrire le contexte de ce qui se passe spécifiquement au Québec, alors que et ailleurs au Canada. Il y a une croissance moins rapide. C'est ça, il y a une croissance moins rapide. Ça continue à monter, mais moins vite. Mais dans le monde, il y a un engouement pour les véhicules électriques. Puis si on écoutait juste nos médias à nous ici, on croirait que c'est presque la fin là, de l'histoire pour les véhicules électriques. Alors, en fait, il y a, comme on le disait tout à l'heure dans les premiers sujets sur la désinformation un petit peu qu'il y a, il y a une espèce de caisse de résonance qui se fait par certains politiciens qui récupèrent ces messages-là anti-environnementaux là, pour faire valoir leur théorie de dire les véhicules électriques, personne n'en veut, etc. Alors qu'en fait, il y avait un enthousiasme très très fort de l'industrie qui pensait que ça allait se développer avec une croissance incroyable. Et ce qu'on a vu avec le changement politique aux États-Unis, c'est que cette croissance est ralentie. Elle est ralentie parce que les États-Unis ont mis la barre à bâbord toute et puis ils ont changé de direction, mais le reste du monde continue. Donc la Chine ne ralentit pas, l'Europe ne ralentit pas et la demande pour les véhicules électriques ne diminue, mais c'est pas vrai que ça baisse. En plus, on a eu un contexte au Québec qui était quand même très particulier cette année. On est arrivé au mois de janvier avec la disparition du rabais fédéral. Oui. On est arrivé au mois de février-mars avec la suspension du rabais au niveau du provincial. C'est pas juste la fin du rabais fédéral. La fin, plus un message, on va revenir. Oui, donc tout le monde s'est mis en attente. Ouais. Donc on va attendre que la subvention revienne avant d'acheter un char. Le fédéral avait fait le même coup il y a plusieurs années quand il y avait juste une subvention provinciale. Il y avait eu une annonce du fédéral disant on s'en vient avec une subvention, nous aussi, dans quelques mois. C'est ça. Alors là, qu'est-ce que les consommateurs ont fait? On va attendre quelques mois. Ça a complètement tué le marché. C'est la pire chose. Puis pourtant, à cette époque-là, on se disait pas c'est terminé les voitures électriques. Puis pourtant, les ventes avaient chuté de façon drastique parce que les gens retenaient leur achat en se disant pour quelques mois, pour sauver 5 000 $, je vais attendre un peu. On a vécu un peu la même chose. Là. Ils ont suspendu la subvention en disant on va la ramener, mais pas de date. Là, tu fais quoi? On l'attend encore. C'est ça. Il y a eu plusieurs messages qui ont fait que ça a dû décourager certains acheteurs de véhicules électriques. Il y a eu, on en a parlé aussi tout à l'heure, la polémique Tesla qui a eu un impact énorme parce que Tesla était quand même celui qui avait la plus grande part de marché au niveau des véhicules électriques. Donc, si Tesla chute de 50%, le marché chute de 30 ou 40% en général. Donc, les autres, on regarde GM, ils ont augmenté de 200% leur vente de véhicules électriques, mais ça, on n'en parle pas parce que pendant ce temps-là, c'est Tesla qui, lui, avait la grosse part de marché qui s'est plantée. Et donc, ça joue aussi beaucoup sur ces chiffres-là. Donc, après, il faut faire très attention au biais qu'on donne à ces chiffres-là. Parce que les gens les exploitent en faveur du message qu'ils veulent passer. Ouais. Tout à fait. Puis ils se font du crédit là-dessus, puis ça génère des clics. Donc, des fois, c'est à se demander si certains journalistes automobiles misent pas plutôt sur le nombre de clics que ça génère plutôt que la vraie moi, information. Moi, je peux te dire clairement oui. Là. Oui. Il y en a quelques-uns que, écoute, tu pourrais pas être plus pernicieux dans la façon de choisir le titre de ton message. Absolument. Écoute, même mal intentionné, je pourrais pas arriver avec autant de dextérité à pondre des textes ou des titres là, qui sont apocalyptiques. Là, puis finalement, les faits... Moi, il y a une référence que j'adore utiliser, c'est les statistiques de l'AVEQ, parce que les statistiques de l'AVEQ sont basées sur les immatriculations au Québec de la SAC. Et ça ment pas.
Et donc, on est capable de voir combien il y a de véhicules immatriculés. Donc, c'est un tout petit peu biaisé parce qu'il y a des véhicules qui quittent la circulation, puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc, c'est peut-être pas les chiffres exacts de vente ou quoi que ce soit, mais ça représente exactement le nombre de véhicules qui sont en train de rouler sur la route à un instant T. Là. Donc, ça, c'est réaliste. Et allez voir les courbes sur l'AVEC, vous allez voir que ça a ralenti, mais il n'y en a pas une qui baisse. Non, c'est toujours en croissance. Puis je pense que le terme ralentissement est le bon terme à utiliser, mais on voit quand même une dichotomie entre ce que les médias publicisent et la réalité des chiffres. Je sais, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais si on regarde partout ailleurs, on exclut le Québec, mais on voit là, que c'est pas... ça dégringole pas, puis c'est pas catastrophique. Là. Au contraire, là, il y a un engouement. Fait que on ne fera pas exception. C'est juste la façon. Donc, je pense que c'est pas est-ce qu'on va transitionner vers l'électrique, c'est plutôt comment puis quand. Fait que, mais il me semble que les médias, quand ils couvrent des choses comme ça, là, c'est que ils aiment présenter 2 points de vue, puis des choses comme ça. Mais à la fin là, d'un reportage où tu as quelqu'un qui a dit c'est l'effondrement, puis l'autre qui a dit c'est un ralentissement de la croissance, ils peuvent sortir les stats puis dire finalement, si on observe les courbes de la réalité, là, il me semble que ça serait leur job là, de mais la réalité est plate. Voilà. C'est frustrant un peu. Là, en fait, l'effet de mode est fini. Donc, tout le monde a fait son effort d'environnemental, etc. Il y a quelques années où c'était très à la mode. Actuellement, la mode n'est plus à l'environnement, malheureusement, alors que l'environnement continue à se détériorer. Et les gens se disent c'est pas bien grave, ça peut attendre, c'est pas urgent, et on a ce discours-là qui revient. Donc, il faut faire bien attention. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des journalistes qui cherchent des clics, et ces clics-là, s'ils savent que c'est pas à la mode de parler de tel sujet, ils en parlent pas, et au contraire, ils vont le tourner pour aller chercher des clics. Et on a juste ou s'ils savent que ça va créer de la confrontation dans les commentaires, ils vont créer... Puis ce qui est négatif, et souvent, c'est souvent ça qui est mis de l'avant. Il va y avoir, je vous donne des exemples très concrets. Tu peux avoir, par exemple, je sais pas moi, un véhicule qui va sortir sur le marché puis qui va avoir une fonctionnalité ou quelque chose de vraiment extraordinaire. 2-3 journalistes ici là vont en parler, mais ça finit là, ça fera pas les manchettes. Mais tu as un modèle de véhicule. Comme depuis 100 ans, il y a des véhicules qui sortent, puis ce tel modèle de Chrysler en 1967, il y avait un défaut sur la pompe machin. Là, tu as un véhicule électrique qui a un défaut sur une pièce électronique. Là. Je fais allusion à le fameux CCU dont on entend parler là, sur les modèles coréens. Mais là, c'est comme si c'était l'auto va exploser sa route, c'est l'enfer, on met écoute, c'est vrai, ça. Là, ça fait la première page des journaux, là, c'est plus un journaliste. Il y a eu énormément de publicité négative avec le ID4, il y a eu des gens qui sont tombés sur 1 ou 2 ID4 qui étaient un peu citron, et puis ça a été monté par des médias comme étant les véhicules, ça marche pas, les véhicules électriques, ça marche pas, ça tombe tout le temps en panne, c'est pas éprouvé. Et ça marche aussi pour les véhicules. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Ça arrive aussi dans les autres. Voilà. Et surtout que souvent, c'est des morceaux... là, je parle pas de batterie, là, mais maintenant, on parle du CCU, des modules électroniques. Pour avoir le même problème sur une voiture à essence, là, c'est même pas dû au fait qu'elle est électrique à la limite, là, tu sais. Mais ça prend toute la place, ça devient non pas matière à en parler par un chroniqueur automobile, ça devient matière à faire la première ou la deuxième page du Journal de Montréal. Puis c'est comme si tous les véhicules avaient ce problème-là. Oui, il y en a eu beaucoup qui ont eu ce problème-là, mais ils rentrent au garage, ils le changent chez Garantie, puis ça finit là. Ça fait partie de la politisation de l'électrification des transports. L'image, moi, ce qui m'a, je ne veux pas dire traumatisé cette année, c'est un peu gros, mais quand Pierre-Olivier Zappa a fait son reportage en disant « J'abandonne le véhicule électrique parce que ça m'a... » etc., mais c'est une personne qui a abandonné le véhicule électrique parce qu'il n'a pas accepté de suivre le rythme que ça impose. Ça impose des changements organisationnels, c'est certain, et il n'a pas suivi ça. Et là, il a fait tout un reportage sur le Journal de Montréal, il a fait un reportage dans son téléjournal en expliquant par A plus B, etc., pourquoi il a abandonné le véhicule électrique.
Mais il n'a pas considéré que 97% des gens qui ont un véhicule électrique n'abandonneront plus le véhicule électrique ou rachèteront un véhicule électrique. Et puis, il n'a pas été parlé à ces 97%-là qui veulent rester. Donc, ça montre un peu le biais qu'un reportage peut amener. Et c'est ça qui est un peu dommage quand on parle de véhicules électriques, c'est qu'on arrive à biaiser parce qu'il y en a un qui a un peu plus d'auditoire que les autres. On poursuit? Numéro 2. Numéro 2, Stéphane. Alors, le numéro 2, on a donné un titre, en fait, c'est la débandade industrielle de tous les projets des usines qui ont été mis sur pause, les faillites, les fabricants qui revoient leur stratégie à la baisse. Une petite musique. Musique triste. Ouais, ben c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est 2025, là, c'est vraiment une période charnière pas sur les progrès de l'industrie automobile, mais surtout sur toutes ces secousses qu'il y a eu. Des projets gelés, des usines interrompues, des faillites d'acteurs, des révisions stratégiques. Northvolt qui a été un peu l'emblème au Québec de ces problèmes. Et on a aussi vu Lyon, on a aussi vu Ford avec le F-150 Lightning qui ralentissent, le Bright Drop qui ralentit. Bright Drop est plus que ralenti. Oui, au début, ça a été ralenti, mais ça a été arrêté très vite. Et plus récemment, Lithium, c'est un recyclage de batterie qui est sur le point de... Qui se met sous la protection de la loi... sous la loi de protection des créanciers. Mais bon, la question, c'est qu'est-ce que ça signifie vraiment? Parce que est-ce que ça veut dire que c'est la fin du véhicule électrique, etc. Moi, je pense que non. Là, je pense qu'on est dans une phase de consolidation de l'industrie. Et puis, tranquillement, ça va revenir. Mais c'est vrai que l'année a été très difficile. Et on le voit que de développer une nouvelle technologie, de développer un nouveau marché. Tesla l'a très bien fait parce qu'ils ont réussi à intégrer toute la chaîne de valeur de A à Z. Mais il y a d'autres compagnies qui ont beaucoup plus de mal. On a aussi la faillite de Fisker, dont on n'a pas parlé, mais qui a disparu aussi cette année. On en a parlé à Silence son rôle dans le dernier épisode. J'ai dit ça comme ça. On va pas parler aujourd'hui. Quand tu dis que Tesla a réussi à le faire, mais quelque part... Mais c'était pas sans heurts. Il y a eu des délais, des retards, personne ne croyait que Tesla passerait à travers. Les manufacturiers automobiles traditionnels étaient persuadés que Tesla allait se planter. Et ils se disaient, on va les laisser faire, ils vont se planter. Mais finalement, Tesla est passé à travers et Tesla dérange aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres manufacturiers automobiles qui, quand même, fonctionnent pas trop mal et qui arrivent à prendre la place. Ouais. Et puis, les Chinois, eux, ont pris plus que l'envol. Voilà. Donc, mais c'est certain que pour l'industrie nord-américaine, c'est difficile. Il y a le contexte géopolitique présentement qui fait que il y a une partie de l'industrie qui se retrouve confrontée notamment à des tarifs, des choses comme ça. Puis, le moindrement que tu n'avais pas les reins assez solides pour naviguer une période d'incertitude, une période difficile, tu dois te revirer ou tu tires la plug. C'est juste les projets qui sont assez solides, bien financés, bien positionnés, qui vont fonctionner. Puis, j'allais dire, n'importe quel marché émergent passe par ces phases de consolidation normales. Il y a beaucoup également de reports, d'annulation, oui, dans certains cas, mais de reports aussi, des trucs qui devaient arriver début 2026, qui vont arriver plus 2027. Donc, il y a des trucs qui sont repoussés. Ça crée des trous. Il y a peut-être 2 ou 3 épisodes quand on a fait justement avec toi, José, puis Fred, on regardait les statistiques. Fred me disait, c'est la première fois, Martin, je ne sais pas, ça fait 8 ans qu'on fait ça ensemble, c'est la première fois qu'on essaie de regarder les nouveaux modèles dans le trimestre. Puis il n'y en a pas. Actuellement, il y a une liste de nouveaux véhicules, puis là, il n'y en a pas. Tout a été repoussé. Je vais vous lire rapidement une liste de véhicules qui ont été soit annulés ou repoussés dans le temps, juste pour vous donner une idée. L'Acura ZDX, qui a été discontinué. Dodge Charger Daytona, repoussé plus tard en 2026. La prochaine génération de camions Ford, repoussée à 2028. Prochaine génération de camions cargo de Ford repoussé en 2028. Genesis G80 électrique discontinué. Land Rover, Range Rover EV repoussé plus tard en 2026. Mercedes-Benz EQE, la production est sur pause pour le moment. Nissan Ariya, production sur pause également. Nissan Infiniti électrique Sedan, qui était supposé voir le jour, ça a été annulé complètement. Polestar 2, c'est arrêté.
RAM 1500 EV, les camions, c'est annulé. Volkswagen ID7, le projet est annulé. Puis Kia EV4, un report pour une durée indéterminée. Quand c'est repoussé puis indéterminé, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, là, ça peut revenir, mais bon. Fait que c'est sûr que quand tu regardes ça... Je comprends pourquoi les manufacturiers ne veulent pas de normes VZ2. Et voilà. On dit ça puis on dit rien, hein, tu sais, c'est ça. Fait que ça donne un effet, puis surtout si on se colle le nez sur l'arbre là, plutôt que de regarder la forêt, ça donne vraiment une idée, une image de débandade. Et puis, ça contribue au négatif, hein, parce que tout n'est pas... Tu sais, oui, on peut regarder Nordvolt, s'asseoir un petit bonhomme devant puis pleurer, mais on peut regarder aussi les projets qui fonctionnent, parce qu'il y en a qui fonctionnent. Il y a des usines qui voient le jour, il y a des trucs qui... Mais évidemment, on n'en entend pas parler, parce qu'encore une fois, comme on disait tantôt, ce qui est négatif est souvent plus payant médiatiquement, fait qu'on met le focus dessus. C'est des ajustements qui sont assez brutaux en termes de ce qu'on voit. Mais c'est des ajustements qui sont nécessaires pour une industrie naissante parce qu'il ne peut pas y avoir plein d'acteurs, comme on disait tout à l'heure, avec des projets mal ficelés qui émergent tout le temps. Là. C'est pas de la magie. Il faut que ce soit des gens qui soient solides, qui aient des projets solides. Moi, ce que je regrette beaucoup dans cette débandade, c'est justement tout ce que tu as annoncé, des projets qui sont retardés, reculés et qui derrière... pénalise les consommateurs parce que on a moins de choix. On ne peut plus avoir le nouveau véhicule qui devait arriver, etc. Donc, les gens qui attendaient ce véhicule-là, ils vont encore devoir attendre. Les gens qui souhaitaient avoir un véhicule d'un certain type, ils vont encore devoir attendre. Les gens qui étaient attachés à une marque et puis qui voulaient absolument acheter le pick-up de cette marque-là ou la berline de cette marque-là, elle n'est pas arrivée tout de suite parce qu'elle est juste retardée. Et ça... C'est ça qui est embêtant, moi, je trouve, au final, parce que on s'attendait à ce qu'il y ait des consolidations dans l'industrie. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi brutal. Les tarifs américains jouent encore plus là-dessus parce que les industries réorganisent leur production complètement. Donc, ils déménagent des usines. Tu sais, on l'a vu, on le voit avec Stellantis, là, qui a fait une belle annonce dernièrement en disant que finalement, ils allaient partir de l'autre côté de la frontière. Et c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui font que la perception que la filière électrique ne marche pas, au contraire, c'est le temps de renforcer, de consolider et puis de parler des projets qui peuvent marcher. Et puis, il y a des projets de batterie. Oui, la filière batterie a pris du plomb dans l'aile. Il y a quand même des projets d'usines de batterie qui s'établissent au Québec qui se consolident. Ils ont commencé à engager du monde. En Ontario, d'ailleurs, là, je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 1500 personnes. Là, et Lyon a pris une claque, mais ils ont quand même été rachetés et ils repartent. Packard investit dans des camions électriques. Oui, une belle nouvelle, d'ailleurs, dernièrement. Aujourd'hui. Voilà, hein, donc Packard annonce des camions électriques faits au Québec. Et finalement, c'est leurs camions à essence qui sont... victimes de droits de douane aux États-Unis qui vont être faits aux États-Unis. Donc, parfait, ça. Pour une fois qu'on gagne. On gagne moyennement parce que les employés de Packard, veulent pas, ils prennent quand même un coup à travers ça. Mais, et puis, bon, là, on parle de véhicules, mais on le voit aussi avec les réseaux de recharge. Flow qui se réorganise complètement par rapport à ça. Des manufacturiers de bornes qui ralentissent leur production ou qui réorientent leur production sur des produits bien particuliers. Donc, le marché évolue. Il a évolué très vite au début avec un gâteau qui grossissait plus vite que les gens étaient capables de le remplir ou de le manger. Et là, maintenant que ça grandit un petit peu moins vite, on l'a dit tout à l'heure, c'est normal. Et c'est le temps de s'ajuster. Il faut profiter de ces moments-là pour s'ajuster. Et prévoir le prochain coup où ça va réaccélérer. Prendre un pas de recul pour avoir une base plus solide. Puis aussi, peut-être, justement, là, on a parlé de la chaîne de valeur tantôt, mais peut-être prendre plus le temps là, de revoir là, toute la chaîne en amont puis s'assurer que tout le monde est interconnecté plutôt que de travailler en silo. Là. Ouais. Puis il va y avoir, je pense, un réajustement un peu plus simple. C'est toute nouvelle entreprise, tout nouveau secteur économique qui part de rien, là, puis c'est quoi, ça fait
15 ans là, que je vais rouler électrique bientôt, mais ça fait peut-être 10 ans là, que c'est considéré comme un secteur économique ici là, qui est en croissance. C'est très jeune, là, je veux dire, et ça a bougé vite. La technologie a bougé vite. Faites juste penser aux voitures qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, puis celles qu'on a aujourd'hui, les infrastructures de recharge, les emplois associés à ça, l'économie, l'électrification de l'économie. 130 000 emplois actuellement au Canada liés à l'électrification des transports. Ça a bougé vite, mais malheureusement, il y a d'autres pays qui ont bougé plus vite que nous. Oui. Parce que finalement, il y a 10 ans, on était vraiment à la pointe du marché. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 10 ans de retard sur la Norvège, on a 5 ans de retard sur la Chine, on a 5 ans de retard sur les Anglais. Et donc, c'est dommage qu'on n'arrive pas à suivre ce rythme parce qu'il n'y a pas l'engagement politique nécessaire pour suivre ce rythme-là. On va l'écouter une petite pause, puis on y va avec notre première place. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Mesdames et messieurs, on est déjà rendu à... Première position. Mario. La première place, Louise. Oui, encore une fois, ça aurait pris une petite musique un peu plus solennelle. Solennelle, ouais. Première place, moi je le vis là, fortement là, dans mon travail là, depuis le début de l'année. C'est un désengagement presque généralisé au niveau des gouvernements, fédéral, provincial, face à l'électrification des transports, voire même face à l'environnement. Là, t'sais. Donc, il y a un recul, on en a parlé tout à l'heure, l'arrêt, la fin et le non-retour des subventions à l'achat. Il y a eu la norme VZE du Canada a été mise en pause en vue de la réviser puis de la diluer. Le Québec a annoncé une révision et une baisse des cibles. BC a fait des révisions et veut baisser ses cibles également. Donc, ça a un gros impact sur l'industrie de l'électrification des transports. Ça touche tout l'écosystème. Tu sais, si on baisse les cibles, bien, on baisse les besoins en infrastructure de recharge. Puis là, tout ça, là, c'est tout interrelié. Là. Donc, c'est vraiment décourageant. Puis on mène une grosse bataille au niveau de l'éducation puis des relations gouvernementales depuis le début de l'année pour faire comprendre l'importance de ces programmes-là. En fait, c'est difficile de comprendre un peu le positionnement des politiciens par rapport à ça. Oui. La norme zéro émission, ils veulent en faire une norme zéro ambition. Là. Moi, j'aime beaucoup dire ça parce que c'est un peu ça qu'ils cherchent à faire. Donc, c'est dommage parce que la norme zéro émission, elle est censée nous aider à nous enrichir parce que, je le rappelle, chaque véhicule électrique qui rentre au Québec, c'est un enrichissement pour la province, c'est un enrichissement pour les Québécois. Et les politiciens, en fait, c'est drôle parce que les fonctionnaires le savent, mais les cabinets politiques refusent d'écouter les fonctionnaires. Donc, c'est ça qui est grave quand même, c'est que quand ils ont des recommandations de la part de leurs fonctionnaires et qu'ils ne sont pas capables de les écouter convenablement, moi, je trouve que c'est assez surprenant. Donc, on a la norme, mais il y a eu la commission sur les GES dernièrement. Oui. Puis, je trouve que 26 groupes qui sont venus témoigner à cette commission-là pour dire de maintenir les cibles et le gouvernement décide à la fin de dire nous, on va les abaisser. Donc, il y a vraiment... encore un travail où le gouvernement dit
on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas. La démocratie. Mais pourquoi, Stéphane? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de courant, de vague là, un peu négative alentour de tout ce qui est, par exemple, si on parle de l'électrification, la presse est très négative. Donc, les politiciens ont l'impression qu'en se désengageant, ils se rapprochent du peuple. Tout à fait. C'est une campagne de rouge à lèvres de la part des politiciens. Si tu as politisé le sujet puis que ça devient polémique, ça devient une patate chaude que plus personne ne veut toucher. Donc, il y a un retrait parce qu'ils veulent éviter la patate chaude politique. Mettons que c'est une interprétation, là, mais c'est de la politique à court terme. Puis il y a des choses qui se discutent présentement, là, c'est de l'hérésie, là, OK, là? C'est de l'hérésie d'imaginer qu'on va donner des crédits dans une norme VZE à des véhicules hybrides non branchables. Et c'est sérieusement en train d'être discuté. C'est de se donner l'impression qu'on fait de quoi sans le faire. C'est de l'hérésie totale. Puis, comment on peut pas discuter de ça? En fait, ça devrait même pas être un sujet. Un véhicule hybride non rechargeable est un véhicule à essence. Il ne peut pas faire 1 kilomètre sans essence. L'électricité qu'il a générée provient de l'essence. D'accord? Donc, tout provient de l'essence dans ce véhicule-là. Et comment on peut considérer ce véhicule-là comme un véhicule électrique? Oui, il est électrifié. Oui, il réduit sa consommation d'essence. Mais ça n'a aucune... Et nulle part dans le monde, ces véhicules-là sont dans une norme zéro émission. Ils n'ont pas de plaque verte, d'ailleurs. Non. Donc, au niveau de l'immatriculation, ils reconnaissent que ce n'est pas un véhicule électrique, mais au niveau de la norme... on voudrait les intégrer. Donc, mais ça, c'est la pression des constructeurs automobiles établis au Canada. C'est une hérésie. Et les politiciens qui, je ne sais pas s'ils jouent avec des œillères ou si c'est la tendance actuelle de se dire si le Premier ministre le dit, tout le monde doit le croire, parce que c'est ce qu'on voit au sud de la frontière. Mm-hmm. Donc, on a l'impression que c'est devenu une mode. Le ministre a une idée, c'est une bonne idée, puis c'est ça la vérité. Je pense que c'est important de continuer à vivre en démocratie, à écouter les scientifiques, à écouter les gens. Donc, d'un côté, on va construire des pipelines. On est en 2025 ou quoi? D'un côté, c'est une bonne idée de construire des pipelines, puis de l'autre côté, on ne peut pas encourager, favoriser et réglementer la vente de véhicules électriques. C'est peut-être une bonne idée de conduire un pipeline si c'est... José, à nouveau, c'est peut-être une bonne idée si c'est démontré scientifiquement, puis que c'est appuyé, etc. Ouais. Là, le problème, c'est que la bonne idée, elle n'est jamais étayée. D'accord ? Ouais. Donc, on arrive avec des solutions qui s'appuient sur rien. Quand on présente dans un gouvernement les courbes d'adoption des véhicules électriques en Angleterre, en Chine, en France, en Norvège, en disant voilà les courbes qu'il y a eu, c'est ça qui va se passer, qui devrait se passer ici. Ah non, ça va être 8 fois moins rapide ici parce que les manufacturiers ne savent pas faire. Mais c'est drôle, ils ont réussi à le faire. Parce que les manufacturiers veulent pas faire. Oui, mais ils ont dit aux politiciens qu'ils ne savent pas faire. Ouais, donc, c'est la vérité. Mais les chiffres basés sur un fait constaté, ce n'est pas la vérité. D'accord ? Ouais. C'est là que ça ne marche plus. C'est fou. Et donc, on est malheureusement... la politique se laisse influencer par celui qui parle le plus fort. Mm-hmm. Et c'est là où c'est bien embêtant. Vous sentez la frustration? Je sens il y a de la tension dans le studio. Je vais vous inviter à prendre une petite gorgée. On voit que c'est le numéro 1, pas pour rien, parce que malheureusement, il y a une déformation politique aujourd'hui de ces messages-là. Et je pense que c'est le temps de prendre un pas de recul, de s'arrêter et puis de regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, je trouve que c'est du gaspillage pour le Québec de ne pas aller de l'avant en électrification, sachant que chaque année, on jette 12 milliards à l'extérieur de nos frontières pour acheter du pétrole. On va encore avoir besoin d'acheter du pétrole pour des camions, on va encore avoir besoin d'acheter du pétrole pour l'industrie, mais on peut s'en passer très facilement sur les véhicules légers. Si on peut se permettre d'économiser ce 4 ou 5 milliards dans 5-6 ans, mais pourquoi on se priverait? On cherche de l'argent tout le temps pour notre système de santé, pour d'autres choses. C'est vraiment dommage. Tout à fait. Puis, il y a un mot qui revient souvent là,
dans l'actualité ou peu importe, c'est le terme innovation. Alors, comment on peut avoir un gouvernement qui peut être en accord avec la promotion du pétrole et en même temps dire nous sommes novateurs, c'est de l'innovation et tout ça. C'est bon, ça. C'est vraiment décourageant, mais le terme décourageant vient aussi avec le terme courage. Donc, le terme courage, c'est l'acte d'agir malgré la peur. Et l'engagement, c'est la persistance au long terme. Donc, il faut tenir ses engagements. Et il y a quelqu'un récemment qui a manifestement là, démontré beaucoup de courage, et c'est M. Stephen Guilbeault. Donc, la démission à lui-même de cette personne-là, je pense que ça veut tout dire. Là. Mais il faut faire attention, j'aime pas beaucoup la polarisation entre le pétrole et l'électrique, c'est toujours très dangereux. L'enjeu clé, c'est l'énergie, puis le pays qu'on cite toujours en exemple, c'est la Norvège, et la Norvège a fait sa transition vers l'électricité grâce au pétrole. Donc, ils ont financé cette transition grâce au pétrole. Donc, il faut faire attention. On est un pays producteur de pétrole avec l'Alberta, et on peut considérer au Canada que la production de pétrole est quelque chose à condition qu'on l'utilise sainement et aux endroits où il y a un bénéfice ou un besoin réel de l'utiliser. Là où on peut s'en passer, est-ce qu'on peut s'en passer puis faire des économies et puis accélérer notre transition économique? Là, on est en train, je m'excuse pour l'analogie, mais on est en train d'essayer de réanimer une vieille industrie. Donc, on est en train de réanimer un monsieur de 90 ans en train de mourir et on est en train d'ignorer un nourrisson qui est en train de grandir. Ouais. D'accord? Et c'est ça qui est dommage. Là, on est en train de sacrifier un nourrisson pour essayer de réanimer quelqu'un qui va mourir quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer malheureusement aujourd'hui. Puis, une des choses qui était difficile, c'est pas seulement les reculs et les annonces hérétiques, c'est aussi l'incertitude. Des programmes arrêtés, ça va revenir. Tu sais, éco-camionnage a été mis en arrêt l'année dernière au mois de septembre et ça a pris 14 mois. Mais pendant ces 14 mois-là, on nous disait, oui, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. C'est pour bientôt. C'est pour mars. C'est pour juin. C'est pour août. Les industries vivent dans l'incertitude. Donc, il n'y a rien de pire, là, tu sais, que c'est pire que de ne pas avoir de programme du tout. Alors là, les industries stagnent, passent à autre chose, puis on dit, voyez-vous, les industries ne sont pas intéressées. C'est la réalité politique. On ne savait pas si on allait avoir des tarifs, pas de tarifs. Est-ce qu'on allait avoir 15, 20, 30%? On ne sait pas sur quel. Donc, mais au moins, les programmes qu'on contrôle ici, on pourrait enlever l'incertitude de ça. Là, on a beaucoup d'incertitudes qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'on serait capable de se donner un peu de certitude à l'intérieur? Ça serait peut-être pas mal. Ça pourrait être notre souhait pour 2026. Ah, j'aime ça. Écoutez... moi, j'en ai une certitude, c'est que je vais continuer à rouler électrique. Moi aussi, c'est bon. On est quatre. On vote pour ça. Les 4 mousquetaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs actuellement qui pensent exactement la même chose que nous. On va aller écouter un petit souhait des fêtes et on vous revient après pour les prix du public. Bonjour. Ici Michael Langlois, directeur général de l'Association des véhicules électriques du Québec. Au nom de l'AVEC, je désire souhaiter un merveilleux temps des fêtes à toutes les auditrices, auditeurs et collaborateurs de Silence on roule. Profitez du bon temps, reposez-vous et joignez-vous à moi pour être une fois de plus les fatigants sympathiques qui parlent toujours de leurs autos électriques avec les cousins et les beaux-frères. Joyeux Noël et bonne année 2026 à tous. Alors, on revient. On a profité de cette période pour se calmer, tout le monde. Oui, ça va être important d'en zen. parler pendant le temps des fêtes. Oui, parlez-en. C'est des bons débats à avoir. Effectivement, oui. Puis si la température est clémente, là, puis vous arrivez tôt, là, le petit mononcle récalcitrant, vous l'amenez dans la voiture, vous lui faites faire un tour, vous répondez à ses questions. Puis rappelez à vos oncles que vous allez économiser $100 par mois avec un véhicule électrique. Oui, c'est important. Ça, ça fera des beaux cadeaux de Noël l'année prochaine. Oui, c'est un plus beau cadeau. C'est pas un plus beau cadeau. Les prix du public maintenant. Donc, je vous rappelle que les prix du public, c'est une initiative qu'on a prise il y a déjà quelques années où on sonde les auditeurs de Silence on roule sur différents thèmes et c'est vous qui avez voté. Donc, les prix ont été remis par vos votes. Et on avait 4 catégories cette année. Le nouveau véhicule électrique de l'année, le réseau de recharge étant le plus amélioré, l'entrevue Silence on roule préférée des auditeurs pour l'année et finalement, le fabricant traditionnel de voitures
qui est le plus tourné vers les véhicules électriques selon vous? Donc, 4 catégories, vous avez été appelés à donner votre appréciation et on va y aller tout de suite avec la première catégorie. Voici le prix du public dans la catégorie Meilleure nouvelle voiture électrique de l'année. Donc, dans la catégorie Nouveau véhicule électrique de l'année, quelle entreprise ou quelle voiture, je devrais dire, a été choisie par nos auditeurs, José? Bien, en fait, c'est un véhicule que moi, je trouve extraordinaire, que j'ai eu la chance de conduire pendant plus d'une semaine. Alors, roulement de tambour, le Kia EV9. Le Kia EV9 qui a remporté avec quand même, je devrais dire, une grosse marge. Là. Donc, ça a été sans équivoque. Qui l'a essayé ici? Qui a roulé ce véhicule-là? Ben, Moi, j'ai eu la chance de l'essayer aussi. C'est un très bon véhicule, très surprenant, puis une agréable surprise. Ça reste un gros véhicule, donc il fait partie de la catégorie des gros véhicules. Donc, mais pour des familles qui cherchent un véhicule 7 places, de l'espace, et de l'autonomie, de la capacité. Il est très... c'est vraiment un véhicule qui fait tout. Là. Donc ça, pour ça, il est vraiment génial. Tu transformes un Pacifica hybride branchable. Clairement. Je l'ai dit à la blague, vous comprendrez. Non, mais c'est sûr que c'est un véhicule qui est quand même très intéressant, qui est quand même accessible en termes de prix, etc. Donc, je trouve que dans cette catégorie-là, c'est un très bon véhicule. Ça reste une grosse voiture. Là. Donc, achetez pas ça pour aller travailler tous les jours. Mais c'est pas un segment qui est très bien servi présentement en termes de choix de modèles. Là. Donc, c'est intéressant de voir un autre quelqu'un qui a 3-4 enfants, il n'y a pas sur dans le marché, l'électrique, il n'y a pas beaucoup de... C'est ça. Ouais. T'as la Y, la X, mettons. Oui, mais même à ça. La Ioniq 9. Si tu veux beaucoup de capacité ou de volume pour mettre des bagages, tu l'utilises en 5 passagers et tu as un coffre énorme là-dedans. Ouais. Et c'est un véhicule qui, malgré son look pas très aérodynamique, est quand même ultra performant. Ah oui. Donc, très bon choix du public. Ah, ben excellent. On y va dans l'autre catégorie. Voici le prix du public dans la catégorie Réseau public s'étant le plus amélioré dans l'année. Et Stéphane, qui a été choisi par le public? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'autocharge. Donc, c'est le circuit électrique. Encore là, avec une avance assez importante. Donc, le choix était sans équivoque. Il faut dire, puis c'est toujours un peu... la répartition du nombre de bornes aussi sur le marché fait en sorte que statistiquement, c'est un réseau qui prend beaucoup de place. Ouais. Là, donc, c'est un peu normal. On n'est pas... C'est pas tout à fait égal. Et même si c'est Tesla qui est le plus proche, je dirais. Là. Ouais, même si on a d'autres options sur le territoire, là, j'avoue que moi, quand je voyage, je vais prioriser les bornes du circuit électrique parce que je sais qu'elles sont les plus fiables. Il y a la fiabilité, il y a la facilité d'utilisation, l'autocharge. Donc, moi, je roule en Tesla, j'utilise les Tesla et je sais qu'il y a de la disponibilité sur ces bornes-là. Quand on arrive à une borne du circuit électrique, aujourd'hui, tu as 4 bornes qui sont là, tu en as 8 parfois. Donc ça, c'est super important. Les autres réseaux commencent tranquillement à émerger, donc probablement qu'ils vont aussi s'améliorer beaucoup. Mais c'est vrai qu'en 2025, c'est le circuit électrique qui a fait un grand pas en avant. On a le responsable de cette belle équipe qui nous a laissé un message suite, parce qu'évidemment, je l'ai avisé qu'on avait gagné. Cher public de Silence on roule, merci à vous d'avoir branché vos votes sur le circuit électrique. Grâce à votre énergie, on a remporté le prix du public pour le réseau de recharge le plus amélioré en 2025. Depuis sa création, le circuit électrique a pour mission d'assurer le déplacement sécuritaire des électromobilistes québécois en déployant des solutions de recharge aux 4 coins de notre vaste territoire. En parallèle, nous cherchons à constamment améliorer l'expérience de recharge pour la rendre plus conviviale, pratique et agréable. Nous sommes fiers de constater que nos efforts sont remarqués et appréciés. Continuez à écouter Silence on roule, à vous recharger de bonne humeur et surtout, restez branchés parce qu'avec vous, on ne risque jamais de décharger nos batteries. Merci, M. Cloutier. Sur ces belles paroles, on va tout de suite aller à notre 3e prix du public.
Voici le prix du public dans la catégorie Grande entrevue Silence on roule de l'année. Il y avait beaucoup de choix. C'était une des catégories où il y avait le plus de choix. Et le public s'est tourné vers l'entrevue qui a été faite avec Stéphane Vallière, dont le sujet était alimenter sa maison en cas de panne avec sa voiture électrique. On a abordé un peu par la bande tantôt les bornes bidirectionnelles. L'entrevue, là, puis juste pour situer, on ne parle pas de bornes bidirectionnelles, là, on parle d'installer sur son véhicule. Bon, il y a certains véhicules maintenant qui viennent avec du V2L, là, donc qui nous permettent de prendre une ligne de 120 volts puis d'alimenter, je ne sais pas moi, son frigo, sa télévision, son routeur Internet. Lui, ce qu'il a fait, parce que sa voiture n'a pas le V2L, c'est d'installer un petit bidule là, qui sert à prendre l'électricité de la batterie 12 volts, un inverter, oui, puis de faire du 120 volts. Mais il a fait tout un système dans sa maison où il y a plein de circuits, des lignes dans le salon. Il s'est patenté un système avec le truc tout branché, puis une prise à l'extérieur. Donc, c'est un quick connect. Fait que quand il y a une panne électrique, en moins de 2 minutes, schlock, il se connecte. Les prises sont en permanence dans l'auto. Il ouvre le capot de l'auto. Il y a un connecteur. Il connecte. L'inverter est dans la maison. C'est juste un câble qui rentre jusque dans la maison. Ça s'appelle du V2H, en fait, ce qu'il fait. Donc, mais c'était des très bonnes solutions. Là, il y a Hydro-Québec qui arrive avec des programmes de solaire où aussi on va pouvoir brancher sa voiture dessus et faire du V2H avec. Donc, c'est aussi des solutions qu'il faut regarder qui sont intéressantes. Ceux qui ont des F-150 ou d'autres pick-up, ils ont tous des prises prêtes à brancher pour alimenter ce qu'on veut. Donc, on voit que de plus en plus, les véhicules vont être utilisés. Donc, si vous avez un véhicule électrique, ça va vous aider à moins solliciter votre génératrice dans votre maison, définitivement. Stéphane a pris le temps aujourd'hui de nous laisser un petit message quand je lui ai appris qu'il avait gagné. Il était un peu surpris. On écoute sa réponse. Salut tout le monde, ici Stéphane Vallière. Merci d'avoir voté pour notre entrevue. Bien évidemment, je suis surpris parce que moi j'ai fait ça pour moi avant tout. Puis c'est sur les forums de discussion sur Facebook que là j'ai partagé ça, puis que j'ai été contacté par Silence on roule, puis que on a fait l'entrevue. Là. Mon but premier n'était pas d'éduquer les gens avec ça. Mon but premier était juste de prémunir ma maison contre les nombreuses pannes de courant qu'on a dans mon secteur à cause des grands vents. Mais si ça a pu inspirer ou aider des gens, tant mieux. Je suis bien content. C'est un petit peu à ça que c'est supposé servir, l'entraide et les forums de discussion. Fait que, sur ce, passer des belles fêtes tout le monde aussi. Puis, on aura peut-être des nouveaux projets l'année prochaine. Merci Stéphane. Stéphane Vallière, pas Stéphane. J'ai bien compris. On est entouré de Stéphane. Il nous reste un dernier prix du public. Voici le prix du public dans la catégorie du manufacturier traditionnel le plus tourné vers les véhicules électriques. Louise? Alors, il s'agit d'un... Là, on parle des traditionnels. Oui. Forcément, Tesla est tourné vers l'électrique. Il ne fait que de l'électrique, oui. Alors, dans les traditionnels, cette marque-là a, je pense, une des plus grandes gammes de produits de véhicules électriques offerts. Alors, il s'agit de GM. Ça a été son année, GM, là, au niveau des ventes. Tu sais, là, quand tu te promènes dans les villes au Québec, là, des Equinox, tu t'en rends compte beaucoup. Ça reste le véhicule le plus intéressant en termes de rapport prix et puis service offert. C'est sous la marque GM, là, tu sais, t'as quand même, il y a des Equinox, il y a des Blazer, il y a Silverado. Cadillac, toute la marque Cadillac, Optique, Lyric, Vistic. Silverado, t'as le pick-up Sierra, c'est ça qu'on a fait tantôt, c'est l'autoroute, hein? Hyundai et Kia ont quand même aussi une gamme importante. Il était pas loin derrière, soit dit en passant. Dans le choix du public, Hyundai est arrivé deuxième, Kia est arrivé troisième. En fait, je pense que c'est les trois marques qui sont très présentes en électrification.
par rapport aux autres manufacturiers où on voit Ford la Mach-E et puis c'est tout. Là. Donc, c'est difficile pour eux, le Lightning, mais c'est difficile d'aller concurrencer GM avec un véhicule et demi là, ou deux. Là. Mais oui. Ouais. Et ça paraît dans les ventes, là, je veux dire, la courbe de vente est phénoménale. Là. L'Equinox, c'est un véhicule qui convient, je dirais, à énormément de monde et qui répond aux besoins d'énormément de monde sans être un trop gros véhicule. C'est un véhicule qui est accessible. Le retour sur investissement est intéressant. Donc, je ne suis pas surpris du choix du public. Mais je pense que Kia et Hyundai sont pas loin derrière. Ah, ils sont effectivement pas loin derrière, puis ça aurait été des bons choix aussi. Mais je pense que la popularité, tu sais, ça a été très présent. Là. Je pense que c'est un coup de circuit, l'Equinox électrique là, pour GM. La seule chose qu'on souhaite, c'est que GM continue dans cette voie-là. Oui. Et la mauvaise nouvelle pour GM, c'était le Bright Drop, qui touche moins le grand public, mais ça aurait été bien qu'il continue. Tout à fait. On écoute un petit souhait des fêtes de notre commanditaire principal, Arleco. Bonjour, c'est Sacha du Garage Arleco. Je voudrais vous souhaiter de très joyeuses fêtes en mon nom et au nom de toute l'équipe du garage. Joyeuses fêtes! Alors, sur ce, nous arrivons à la fin de notre beau programme, comme il disait autrefois à la radio. Je rappelle à nos auditeurs que Silence on roule va faire une petite relâche dans le temps des fêtes. On vous revient le 16 janvier 2026. On a plein de nouveautés pour la nouvelle saison. Entre autres, un nouveau collaborateur, Marco Dumais, qui est auteur et historien automobile. Il va nous faire des chroniques sur l'histoire de l'automobile et de la transition. Il s'est spécialisé dans la transition entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Des belles chroniques où entreprise par entreprise, donc fabricant par fabricant, il va nous parler de l'histoire de la compagnie puis de sa relation, s'il y en a une, avec l'électrique et de quelle façon ça s'est passé. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour nos auditeurs. Je souhaite joyeuses fêtes, évidemment, à tout le monde. Je remercie mes collaborateurs aujourd'hui, Louise Lévesque, Stéphane Pascalon, José Gagnon. Merci d'avoir été là. C'était très plaisant. Vous avez été dynamique en jouer. Merci beaucoup. C'était toujours intéressant. On a eu une longue année et puis on va souhaiter à tout le monde une bonne année 2026. Oui, on l'espère plus positive. Moi, j'espère que la lumière va nous éclairer un peu parce que la noirceur, on est un peu tanné, là. Hein? Il faut regarder en dehors de notre cours parce que dans le reste du monde, ça avance. Oui, exactement. Exactement. Et profitons de ce moment peut-être de répit pour prendre un petit pas de recul puis repartir avec l'énergie puis prendre le temps de faire nos plans comme il faut. Moi, je dis souvent aux gens dans l'industrie, là, justement, profitez de ce moment-là pour essayer des affaires dans la vie de tous les jours. Des fois, on n'a pas le temps. Je pense aux entreprises qui veulent s'électrifier, mais quand tu es dans un high d'affaires, tu n'as pas le temps. Là, vous avez le temps. Faites-en des petits projets pilotes. Testez des affaires, mais que ça reparte, vous allez avoir testé vos trucs, puis ça va être le temps de repartir. Profitez du temps des fêtes aussi individuellement pour prendre le temps de réfléchir à vos affaires. Oui. Stéphane, t'es comme un grand livre. Je veux remercier aussi mes collaborateurs réguliers au podcast, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Cédric Ingrand, Daniel Rochefort, Stéphane Levert qui nous a quittés cette année, mais qui était là une bonne partie de l'année, Sébastien Côté, Fred Saint-Laurent et José qui font nos statistiques maintenant, Daniel Breton qui collabore au podcast sur une base régulière. Je m'en voudrais de pas dire merci également à l'Association des véhicules électriques du Québec avec qui on collabore sur une base quasi quotidienne. Donc, évidemment, le conseil d'administration, la direction générale, les bénévoles aussi. Donc, par bénévoles, j'entends autant les directeurs régionaux que les nombreux bénévoles sur le terrain qui participent aux événements, qui font essayer les voitures, qui comptent pas les heures et qui, contrairement à bien d'autres, ne se gênent pas de faire essayer leur voiture et de conseiller à la personne qui essaie sa voiture une autre marque ou un autre modèle qui, selon lui, correspondrait mieux à ses besoins, ce que ne font pas, évidemment,
ceux qui ont des intérêts pécuniers dans le choix de la voiture. voiture. Un rôle crucial d'information. Oui, je pense que c'est un rôle crucial d'information, effectivement. Donc, merci à vous. J'en profite d'en faire une autoplug, comme on dit. J'ai un autre balado depuis maintenant quelques mois, 3 ou 4 mois, qui s'appelle Pensée décomposée. S'il y en a qui s'intéressent à l'histoire, à la généalogie, vous pouvez trouver ça sur toutes les plateformes de balado. Maintenant, je vous dirais que on est déjà rendu à la fin de l'émission, la saison 10 qui va commencer le 5 janvier. Oui, la saison 10. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!